Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la deuxième rencontre citoyenne d'une série de 4 de Personne n'en parle, mettant de l'avant-plan des sujets délicats ou controversés auxquels, trop souvent, nos dirigeants, décideurs ou nos élus n'ont pas toujours la chance d'aborder. Après avoir identifié clairement des problématiques au sujet des enjeux économiques, dont la difficulté à travailler ensemble lors de notre première diffusion en mars dernier, voilà que nous plongeons aujourd'hui dans la spirale de l'immigration. Situé en banlieue de Lévis, oui, car vous verrez plus tard que plus de 52 % des travailleurs roulent plus de 15 minutes pour se rendre à leur travail, dont 21 % plus de 30 minutes pour se rendre ici. Montmagny, peut-être on ne disait pas ça il y a quelques années, mais on est maintenant rendu une banlieue de Lévis. Donc, il faut voir de quelle façon on a une capacité à intégrer les nouveaux arrivants, sur la façon d'accueillir des gens qui croient en leur capacité de mener leur projet de vie à terme ici, aussi comment nous sommes capables de bien les comprendre. Alors que la population de nos deux MRC, Montmagny et Lillet, est en déclin et que nous manquons cruellement d'une main-d'œuvre qualifiée et ou journalière, je me permets de poser cette question. L'immigration, est-ce la solution pour relancer les régions? Pour nourrir les discussions par leurs généreuses réflexions, puisque à notre deuxième de Personne n'en parle, j'invite mon co-animateur, Philippe Cadieux, de la Bibliothèque de Montmagny, où nous avons le plaisir de discuter aujourd'hui, à nous présenter nos chevronnés panélistes. Bonjour, bonjour. Donc, tout d'abord, merci d'avoir répondu à l'appel. C'est apprécié de voir une salle pleine comme ça. C'est toujours agréable. Sans plus attendre, je vous présente nos 4 panélistes. Donc, à ma gauche, nous avons M. Claude Massé, titulaire d'un baccalauréat en génie mécanique de l'Université Laval et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Concordia. M. Massé est président et propriétaire de Fonderie Poitras depuis 22 ans. Il a développé Fonderie Poitras à un niveau international, faisant de cette dernière une entreprise de classe mondiale. L'entreprise emploie maintenant plus de 160 personnes et est spécialisée dans la fabrication de composants de transmission de la puissance automobile. M. Massé se dit également un immigrant issu de la ville, puisqu'il habite de façon permanente dans la région depuis 3 ans. Ensuite, nous avons Mme Hélène Blais, conseillère à l'immigration à la MRC de Montmagny. Celle-ci développe des processus d'accueil et d'intégration afin de favoriser l'installation durable des nouveaux arrivants, et ce depuis plus de 8 ans. Elle effectue également un travail de sensibilisation et de rapprochement interculturel avec l'objectif d'accroître la capacité de la région à attirer et retenir des personnes immigrantes. Nous avons ensuite M. Abdoul Eshraf, démographe de formation, et titulaire d'un doctorat en développement régional de l'Université du Québec à Rimouski, dont la spécialisation est l'attraction et l'insertion des nouveaux arrivants dans les régions non métropolitaines. M. Ouedraogo a travaillé pendant plusieurs années comme démographe à la Ville de Québec, au service de développement économique de la Ville, et ensuite au commissariat aux relations internationales et à l'immigration, où il s'est occupé de l'accueil et de l'intégration des immigrants. Il a réalisé d'ailleurs en 2019 pour la Ville de Québec le portrait de l'immigration à Québec, qui a servi de base à la politique de la Ville en matière d'accueil et d'intégration des immigrants. De 2011 à 2012, il a participé à l'organisation du premier Forum mondial de la langue française organisé par l'Organisation internationale de la francophonie et le gouvernement du Québec. Il s'est occupé de toute la programmation scientifique et académique qui constituait l'épine dorsale de ce premier rendez-vous de la francophonie civile et a co-dirigé l'ouvrage collectif publié par la suite à titre d'unique legs scientifique du Forum. Le titre est « Une francophonie en quête de sens ». M. Ouedraogo s'intéresse donc autant à la question de l'immigration qu'à celle de la langue française et la francophonie, qui sont au centre de notre discussion de ce soir. Il a ici continué à travailler pour l'OIF à Paris comme spécialiste de le programme jusqu'à tout récemment. Il agit en ce moment comme expert sur les questions d'insertion socio-professionnelle, principalement auprès de la Banque mondiale, mais aussi pour d'autres organisations internationales. Enfin, nous avons Mme Ayet Lawari, qui travaille actuellement à titre de directrice principale des projets Infrastructure Canada au sein de KPMG, une des 4 grandes firmes mondiales spécialisées en comptabilité, fiscalité et services conseils. Née en Algérie, elle a immigré en France à l'âge de 6 mois avec sa famille, y a fait ses études d'ingénieur et a par la suite commencé à parcourir le monde pour travailler sur différentes missions. Ingénieure de formation, couramment polyglotte, elle compte 18 ans d'expérience en stratégie d'affaires internationale et gouvernementale, en gestion de ressources et en gestion de projets.
Elle a immigré au Canada il y a 10 ans et s'est immédiatement installée à Montmagny, où elle s'y est mariée quelques années plus tard avec un Magny-Montois d'origine. Maman d'une petite fille de 4 ans et belle-maman de 2 charmants jeunes hommes, elle est actuellement présidente de la garderie de sa fille et est très impliquée dans la communauté magny-montoise et québécoise, notamment sur le volet de l'attraction et de l'intégration des nouveaux arrivants, ainsi que le développement économique régional. Son credo, toujours mieux faire et voir grand pour bâtir demain ensemble. Donc, nous sommes très contents d'avoir un panel de cette qualité. Et donc, sans plus attendre, je laisse la parole à mon collègue Éric Maltais. Excellente introduction. Merci. Comment bâtir? Comment bâtir une nouvelle région, M. Massé, quand on pense que l'immigration, comment elle peut nous soutenir ici? Bien, nous, c'est le besoin. C'était d'abord un besoin parce qu'il y a un problème de main-d'œuvre dans la région qui était déjà annoncé il y a longtemps. David Foote avait écrit un livre en 1996 qui s'appelait Boom Bust and Echo, où il prédisait la situation qu'on vit aujourd'hui. Alors, on la vit maintenant, c'est une réalité, manque de personnel dans la région. Et comme on est une entreprise qui est en plein développement, on vend des pièces dans le secteur automobile, on vend sur plusieurs années à l'avance, et puis on développe l'entreprise. Puis il manquait de monde, comme plusieurs régions, entreprises dans la région. Donc, ça se vit bien. Par contre, on a un beau programme, on va vous en parler un petit peu tantôt. C'est l'objectif, évidemment. Ça s'est bien vécu, mais c'est pas simple et c'est pas à la portée de tout le monde non plus. Vous dites depuis 1996 qu'on sent venir la problématique. Vous ne trouvez pas qu'à un moment donné, ça prend du temps avant de réagir? Bien, David Foote avait écrit dans son livre, parce que c'est un démographe, je suis certain que monsieur ici pourrait nous en parler davantage. Je ne vais peut-être pas y voler ses punchs, mais c'est quand on analyse la démographie d'un peuple, d'une population, on peut prédire combien il y aura de monde par groupe d'âge dans les années à venir. Et on savait définitivement, il y a déjà longtemps, que c'était une problématique que le pays était pour vivre. On connaît les démographies de tous les pays du monde, et puis certains pays la vivent mieux que d'autres. Nous, ici, le Canada, c'est évidemment, on avait prédit ça, et puis on est dedans à plein, alors il manque beaucoup de monde dans la région. Et est-ce que vous pensez qu'une région comme la Côte-du-Sud vit une problématique encore plus criante que le Québec ou Montréal? Bien, je ne veux pas me dire spécialiste de toutes les régions. Je peux juste simplement vous dire qu'ici, c'est une problématique. Quand on écoute ailleurs, on voit qu'il y a aussi d'autres problématiques. Cependant, la région a beaucoup à offrir ici pour attirer du monde. On sous-estime ça beaucoup. Et moi, je peux vous dire que les gens qui sont venus ici se plaisent beaucoup. La région a tellement à offrir, c'est tellement agréable de demeurer dans la région. Alors, de nos jours, on vante les mérites de la ville. Moi, étant moi-même un ancien de la ville, comme j'ai dit souvent, un snob de la ville, là, on pense qu'en ville, tout est meilleur. Et puis, pour vous dire que je demeure ici maintenant, on s'y plaît énormément. Beaucoup d'avantages. Et c'est la même chose pour les gens de nos gens qui vivent ici. On reviendra. Merci, M. Massé. Madame Blais. Oui. Vous vivez avec les problématiques ou la thématique de la migration au quotidien. Oui. Parlez-nous de... Le thème du forum, c'est personne n'en parle, mais en fait, tout le monde parle de rareté de main-d'œuvre, de pénurie de main-d'œuvre, mais peu parlent d'intégration. Donc, ce qu'on constate actuellement, je pense, c'est généralisé dans tout le Québec, hein, on le constate, il y a des statistiques à cet effet-là, c'est que la rareté de main-d'œuvre fait en sorte que les propriétaires d'entreprises ont un peu le nez collé. Hein. On a cette problématique-là qui est criante, qui nous empêche de croître économiquement en tant que province, en tant que région et pour les propriétaires d'entreprises à petite échelle, leur entreprise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que cette rareté de main-d'œuvre-là, qui se généralise, pourrait être contrée d'une façon particulière. On parle de rareté de main-d'œuvre et si on parlait d'attraction de personnes, d'individus, de personnes issues d'immigration, mais surtout de nouveaux arrivants. J'aime pas catégoriser les gens, immigrants, si on disait nouveaux arrivants. Donc, si on arrivait à attirer suffisamment de nouveaux arrivants, si on pouvait susciter chez eux l'implication citoyenne, si on pouvait insuffler dans ces nouveaux arrivants-là un sentiment d'appartenance par rapport à la région, bien, ces nouveaux arrivants-là auraient envie de s'investir dans la communauté, ils auraient envie de vivre chez nous, de rester. On favoriserait l'installation à long terme, et donc la rétention en entreprise dans ces postes-là. Donc, je pense que, oui, parler de pénurie de main-d'œuvre, mais surtout parler d'attraction. Comment faire pour se démarquer
à travers tout le Québec qui vit une situation semblable, pour faire en sorte que les nouveaux arrivants, qu'on arrive à attirer chez nous avec des emplois permanents à temps plein, de bons emplois. On est une belle région, en effet. Comment faire en sorte qu'ils aient envie de s'installer durablement? Alors, je pense que la question est là. J'imagine que vous avez des idées que vous allez nous soumettre tantôt. Absolument. Et parfait. Monsieur Abdoul? Merci de me recevoir parmi vous. Je dirais peut-être très rapidement, en effet, comme l'ont déjà dit mes prédécesseurs, c'est une question importante qui se vit depuis longtemps, qui était aussi prédite. Peut-être deux petits indicateurs simplement pour vous donner un peu une idée de ce qui se vit. C'est qu'ici, on calcule beaucoup ce qu'on appelle l'indice de vitalité économique. Puis si on regarde la région ici, Côte du Sud, à peu près sur les 14 petites MRC, je pense qu'il y en a juste 4 qui ont un indice positif. Donc, si on considère l'indice de vitalité économique qui combine 3 indicateurs, dans le fond, le taux de travailleurs, le revenu total médian et le taux d'accroissement annuel moyen de la population. Donc, il y a 2 indicateurs là-dedans qui sont relatifs à la population. Donc, l'îlet aussi, c'est à peu près la même chose. C'est 4 MRC sur 4 MRC à peu près sur 13 sur 20, pardon. Puis les autres ont également un indice de vitalité économique négatif, dû notamment en fait à la rareté de main-d'œuvre et au bassin de population. L'autre indice aussi qu'on peut prendre, c'est celui de ce qu'on appelle en fait l'indice de remplacement de la main-d'œuvre. C'est qu'on calcule pour chaque 100 personnes de 55-64 ans pardon, qui sortent du marché du travail, il y a combien de 20-29 ans en fait qui rentrent. Donc autrement dit, quand vous avez 100 personnes qui partent à la retraite, combien en fait de nouveaux travailleurs rentrent? Si on regarde la région, en 2015, on était de l'ordre d'un remplacement de 54%. Donc pour 100 travailleurs qui partaient, c'est seulement 54 qui rentraient. En 2020, normalement, en fait, on quitte le 54 pour arriver à 50. Et puis, quelques années plus tard, on est dans les 47-48. Ceci dit, ce n'est pas une fatalité, c'est des indicateurs importants à savoir pour nous permettre de travailler là-dessus. C'est-à-dire que quand on dit qu'on a besoin de nouveaux arrivants, j'aime bien le terme plutôt que d'immigrants, ce n'est pas un luxe, ça répond à des besoins essentiels. Merci, M. Abdoul. Oui. On reviendra, merci. Les points sont excellents. On va laisser la chance à Mme Laouari de nous présenter un petit peu sa position. Bonsoir d'ailleurs à tous, merci de l'invitation. En fait, je vais parler en tant que citoyenne manimontoise. Je suis effectivement arrivée au Québec il y a 10 ans et à Montmagny notamment. Et quand je suis arrivée ici, mon histoire est assez particulière parce que je suis arrivée, je ne connaissais pas du tout le Canada. J'ai fait le tour du Canada et je suis arrivée dans la ville de Québec le jour du 400e en pleine Saint-Jean. Donc, vous imaginez l'effervescence et la folie qui a été prise dans la ville. Et moi, j'arrivais donc de l'international et j'avais été un petit peu partout. Puis je suis arrivée là et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu le monde, j'ai vu les Québécois qui étaient là, il y avait d'autres étrangers, etc. Puis là, je me suis dit, mais il y a quelque chose de spécial qui est en train de se passer ici, mais que j'étais subjuguée par cette énergie et par cette vibe qu'il y avait. Et ensuite, j'étais sur les plaines d'Abraham, et puis là, il y avait Plume, il y avait les 3 accords, et puis là, il y avait les gens qui chantaient, qui s'embrassaient, qui souhaitaient bonne fête. Donc là, il y a eu comme un effet de fierté généralisée, des drapeaux dans tous les sens, des gens qui avaient le visage coloré des couleurs du Québec, des fleurs de lys. Puis moi, j'arrivais d'Afrique, des États-Unis, je voyais ça, je me dis, j'ai jamais vu des gens, une nation aussi fière d'elle. Et j'ai été absorbée par cette extraordinaire énergie. Et c'est là que je me suis dit, mais je ne peux pas quitter ça, en fait. J'ai adoré ce que j'ai ressenti. Et cette fierté-là, je devais rester une semaine. Du coup, j'ai rencontré la personne qui allait devenir mon futur mari. Puis il m'a emmené, il m'a dit, viens avec moi, je vais te faire découvrir le Québec. Est-ce que vous avez découvert ici cette fierté que vous avez découverte sur les plaines d'Abraham? Le fait de la Saint-Jean, le jour du 400e, sur les plaines d'Abraham, avec Plume la Traverse et les 3 accords, je pense que c'est inacotable. Vous ne pouvez pas égaler ça. Bienvenue au Québec. Non, quand on connaît un peu l'histoire du Québec, on se dit l'ingrédient. Et puis il y avait la même année Céline Dion qui faisait son concert aussi. Donc on a eu le summum. Et mon conjoint, en fait, a bien fait les choses, c'est qu'il m'a emmené après, dans les mêmes mois. Il m'a emmené voir La Sagouine, il m'a emmené voir Gilles Vigneault, Richard Desjardins. Enfin bref, on a fait la grande séduction
complète. Le folklore québécois. Ce qui a fait que j'avais une vie extraordinaire à l'international. J'étais entre Paris, Londres et New York et j'ai tout laissé tomber. Je suis venue m'installer à Montmagny. Merveilleux. Maintenant, les 2 points qui ont été soulevés par Mme Blais, je pense que c'est important peut-être de situer en partant l'intégration et l'attraction. En partant, je pourrais dire, si on s'attarde un petit peu à l'attraction, est-ce qu'on a ici les effectifs ou les équipements possibles à tous les niveaux, que ce soit éducation, santé municipale, pour répondre aux besoins des jeunes familles d'aujourd'hui qui viendraient s'établir ici? Et est-ce qu'on vise uniquement les jeunes familles ou aussi tout travailleur? Est-ce qu'on est capable ici, actuellement, sur la Côte-du-Sud, à répondre à leurs besoins? Si je pense à l'immigration, à proprement dit, aux personnes issues de l'immigration, il faut savoir, juste pour notre bénéfice, pour le reste de la soirée, je pense que c'est important de le nommer à ce stade-ci, comme il y a une courbe de deuil, il y a aussi une courbe d'intégration. Et quand on parle d'attraction, on peut aller à Montréal chercher des travailleurs, mais on peut aussi aller à l'étranger chercher des travailleurs. Alors, c'est très important de dire que si on va recruter une entreprise comme M. Massé qui va recruter à l'international, la courbe d'intégration ne sera pas la même pour ces travailleurs-là que pour des travailleurs. Puis là, je dis des travailleurs, j'aime pas, pour des nouveaux arrivants, des nouveaux résidents, des citoyens chez nous. Donc, pour des nouveaux citoyens qu'on va aller séduire à Montréal. Si on parle d'attraction dans la province pour des personnes issues d'immigration qui seraient des immigrants économiques, là, qui sont passés par le parcours régulier et non par un recrutement international, je dirais que les personnes immigrantes à Montréal, la réalité, puis je ne veux pas être négative, hein, au contraire, je pense que de nommer les choses, ça peut être rassembleur, ça peut nous situer. C'est que les personnes qui sont disponibles à l'emploi à Montréal, le taux de chômage chez les personnes immigrantes de Montréal est assez élevé. On est entre 12 et 14 là, tout dépendamment des mois et de la période de l'année, sans compter les personnes issues de l'immigration qui ont des emplois moins intéressants, non permanents, pas à temps plein, à temps très partiel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces nouveaux résidents potentiels-là, on essaie de les séduire. Et pas juste nous, Montmagny. Moi, c'est sûr que je parle avec mon chapeau des Merci Au-delà de Montmagny. la séduction, est-ce qu'on a ici? Oui. C'est quoi qui manque? J'entends. C'est qu'en fait, ils vont visiter toutes les régions puis ils peuvent comparer. Hein, ils comparent Montmagny avec Montmagny ou Lillet ou toutes les MRC les unes avec les autres. Alors, ce que nous, on constate en termes d'attraction qui nous manque par rapport à d'autres régions, et ça nous est nommé clairement, c'est certaines infrastructures. Je vais nommer ce qui revient régulièrement. De la francisation à temps plein. Alors ici, on sait que la langue, c'est un grand vecteur d'intégration. Alors, puis on n'est pas la seule région à ne pas avoir de francisation à temps plein, mais c'est un frein. Certaines infrastructures sportives également. Également des systèmes d'accueil. Il y a bien sûr ici une équipe d'accueil et d'intégration, mais ça se doit à ce stade-ci d'être encore plus structuré, avec une vision encore plus grande quand on parle d'accueil et d'intégration. Alors, quand on va attirer des personnes à Montréal, si on parle d'attraction, il faut mettre de l'avant des choses encore plus innovantes. Il faut avoir 2 et 3 poids d'avance sur les autres régions, les autres MRC, si on veut espérer les amener chez nous. Monsieur Massé, je partais pour dire Monsieur Poitras. Monsieur Massé, vous répondez quoi aux doléances? Bien, écoutez, je partage. Nous, évidemment, il faut savoir que chez Fonderie Poitras, c'est nous qui avons été recrutés à l'international. C'était donc, pour nous, c'était de l'immigration à caractère économique pour venir travailler à l'usine. Donc, on n'avait pas... on est allé dans des régions où les gens cherchent des emplois pour sortir du pays. Notamment, nous, c'était des gens qui venaient des Philippines. Il faut savoir qu'aux Philippines, les gens veulent aller travailler ailleurs pour gagner des sous, car ils gagnent très peu chez eux. Effectivement, quand ils sont arrivés au Québec, on a un gros devoir à les supporter au niveau de la francisation. Alors, nos gens, quand ils ont été engagés aux Philippines, ils ont commencé à apprendre tout de suite le français. Ils parlent 2 langues. Ils parlent la langue locale, qui est leur dialecte de philippinois là-bas. Et ils vont parler anglais aussi, ils parlent très bien anglais. Sauf que quand on s'en vient au Québec, c'est un devoir que d'apprendre à parler le français. Donc, ils ont commencé un apprentissage du français déjà dans leur pays. Mais lorsqu'ils sont arrivés chez nous, ils ne sont pas fin prêts, parce qu'apprendre le français aux Philippines, je
J'imagine que ce n'est pas le français du Québec. Alors, nous, on dispense à la fonderie des cours de français à nos gens. Donc, évidemment, c'est une barrière. Quand on pense à ça, ça devient une barrière économique d'une certaine manière. Les entreprises de moins grande taille, les plus petites entreprises n'ont pas nécessairement les moyens de payer des cours de français. Nous, on le fait. Alors ça, c'était un défi. L'autre défi pour nous, dans notre région, c'était un défi de loger les gens. Parce que d'avoir des logements disponibles, on a fait venir, nous, 14 personnes. On voulait les regrouper ensemble, puis le logement n'était pas beaucoup disponible. On voulait regrouper les gens assez proches aussi pour éviter d'avoir à voyager les gens pour les amener à l'usine. Puis s'ils travaillent des quarts de travail différents, finalement, il aurait fallu aussi avoir un chauffeur d'autobus à plein temps pour voyager le monde. Donc, on a un défi de logement qu'on pourra peut-être vous parler un petit peu plus tard. Est-ce que les problématiques qu'on vient de soulever, ça répond un peu à ce que vous avez vécu quand vous êtes arrivé ici, ou ça, vous, ça a été plus facile? Ben, en fait, dans mon cas, quand je suis arrivée ici, j'étais arrivée en vacances, comme je vous l'avais expliqué au début, mais j'ai été confrontée, quand j'ai décidé de venir m'installer ici, de faire ma vie ici, j'ai été confrontée, il y a 10 ans, la situation n'était vraiment pas la même qu'aujourd'hui, puis j'étais l'une des rares premières immigrantes dans la région de Montmagny. J'arrivais de France. Donc, j'avais des diplômes français. Donc, pour l'équivalence, c'est plus simple. Même si c'est compliqué, c'est beaucoup plus simple que quand on arrive de certains autres pays. Diplôme d'ingénieur. Donc, je suis arrivée. J'avais le luxe financier de pouvoir prendre ça relax, pas trop de pression à ce niveau-là. Donc, quand je suis arrivée, c'était compliqué. Pourtant, j'avais des conditions très bonnes. Et c'était compliqué notamment à plusieurs niveaux, je vous dirais. Ça a été compliqué au niveau administratif. C'est très long et laborieux. Moi, j'ai pris, à l'époque, je ne connaissais pas Hélène et l'AMRC, donc j'y suis allée par moi-même. J'ai pris un avocat personnel qui m'a aidé au niveau de la paperasse, au niveau de l'immigration, aussi bien au Québec, le CSQ, qu'au niveau fédéral. Donc ça a pris 2 ans et ça a été coûteux. Pendant ce temps-là, je ne pouvais pas travailler. Ça a été laborieux parce que quand j'ai commencé à vouloir chercher du travail localement, dans l'AMRC, à Montmagny notamment, on m'a dit, c'est principalement manufacturier, tu vas te heurter à des portes fermées parce que mon nom est atypique, donc ça pouvait être une problématique. Allez, je vous parle de ça il y a 10 ans. La donne est complètement différente aujourd'hui. Quand j'ai commencé à parler à l'Ordre des ingénieurs du Québec, il fallait faire une équivalence qui était aussi assez longue, alors que j'exerçais déjà en tant qu'ingénieur en France, donc c'était assez long et laborieux. Donc j'ai dit, bon, je ne fais pas mon équivalence. Donc ça a été des obstacles, mais je vous dirais, donc là j'ai commencé à chercher du travail ici. Une fois que j'ai eu mes papiers, je n'ai pas trouvé, donc je suis allée à Montréal, chercher du travail à Montréal. Et là j'ai négocié à Montréal, et là j'en ai trouvé, et j'ai négocié à Montréal pour pouvoir travailler à distance. Et ça a été la cerise sur le gâteau parce que j'ai eu un employeur qui était ouvert là-dessus, et j'ai pu en fait résider à Montmagny, travailler de chez moi et pouvoir travailler pour une multinationale. Mais l'une des choses que j'ai trouvé le plus dur avec le temps, malgré tout ça, ça a été l'isolement. Mis à part mon conjoint et ses amis, qui étaient Magny-Montois, en fait, je ne connaissais personne d'autre. Et il n'y avait pas d'endroit où on pouvait vraiment se retrouver, il n'y avait pas d'endroit où on pouvait aller dans un café, prendre un café, réseauter, ce genre de choses, il n'y avait pas ces choses-là. Puis moi, je suis très sociale, je voulais rencontrer du monde diversifié. De 8 à 4, il n'y a pas de problème, mais quand on part de 4 heures après, le reste, là, on a une autre réalité qui existe. Il n'y a plus personne, c'est fantôme, j'appelais ça la ville fantôme. J'avais l'habitude de dire, la coulée verte, elle est bien, mais je la connais en avant et en arrière, en fait. Je sautais un pas. C'était assez compliqué de trouver une façon de réseauter, et ça pesait à un moment donné sur le moral, parce qu'il n'y a rien de pire que pour quelqu'un qui veut s'ouvrir que l'isolement, en fait. Et on est confronté à une sorte de déprime qui vient progressivement s'immiscer. Et pourtant, moi, je vous dis, je n'étais pas dans le pire des cas. J'avais une famille à côté, là. Est-ce que vous sentez que les gens qui arrivent ici, les nouveaux arrivants, ils vivent cette Alors aujourd'hui, cruelle réalité, je vous dirais, les choses ont beaucoup changé. Et il y a un énorme travail qui a été fait. C'est le jour et la nuit par rapport à il y a 10 ans. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'impliquer là-dedans, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de... La communauté s'est impliquée, les pouvoirs publics se sont impliqués, les entrepreneurs se sont impliqués. Je veux dire, tout le monde est à l'épaule à la roue, puis on pousse tous dans le même sens pour faire avancer les choses. Donc je vous dirais, c'est vraiment une très très nette amélioration. Puis la sensibilité, elle est là. C'est sûr qu'il y a du travail à faire. Et aujourd'hui, les nouveaux arrivants sont confrontés aux mêmes problématiques que j'avais. Sauf que là, ils sont accompagnés. Monsieur Abboud, est-ce que les autres régions du Québec vivent les mêmes réalités qu'on vit ici,
Ou c'est plus facile, Montréal, Québec, peut-être Gatineau, puis après ça, les autres, on est tous confrontés au même problème? C'est sûr qu'en règle générale, pour Montréal, Sherbrooke, en fait, les grandes villes, et puis un peu Québec, c'est plus facile. Puis on le voit, hein, c'est-à-dire que dans les 20 dernières années, si vous prenez le nombre d'immigrants qui arrivent au Québec, si vous soustrayez la grande région de Montréal, Sherbrooke et autres, à peu près c'est 3-4% finalement que se partagent les autres régions. Puis chaque région à part, c'est presque 1 ou 2% quand elles font mieux parmi les immigrants qui arrivent. C'est malheureusement ça la réalité. Maintenant, les raisons sont diverses, puis c'est vrai que chaque MRC, chaque région a sa problématique différente. Si vous êtes dans une région manufacturière par rapport à une autre région plus forestière, les problématiques sont complètement différentes. Puis si vous êtes la banlieue de Québec ou si vous êtes la banlieue de Lévis, ce n'est pas la même problématique non plus. Donc tout ça, c'est... Mais en règle générale, peu importe l'endroit où on est, il y a quand même toujours cette problématique d'abord de pouvoir attirer. Moi, j'ai travaillé à la ville de Québec. J'ai fait beaucoup de missions en fait, de recrutement justement à l'international. On allait en France, on allait à Toronto, en Tunisie. Mais déjà, même la ville de Québec, quand on arrivait, les gens, ils partaient au Québec. Mais en fait, c'est en plein salon de recrutement qu'ils découvraient qu'il y avait une ville qui s'appelait Québec. Pour eux, le Québec, c'est la province, la ville, c'est Montréal, c'est tout, quoi. Puis Laval, en fait, c'est Laval à côté de Québec, c'est pas l'université Laval, puis des fois, ils les confondaient. Donc, vous voyez, donc, si on parle de Montmagny, c'est encore plus loin dans la tête des gens. Donc, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau. Une fois aussi qu'on a recruté des gens, l'autre problématique qui arrive souvent avec la rétention, c'est ce qu'on appelle la complétude institutionnelle. C'est que si la personne vient, peut-être que d'abord elle vient pour le travail, mais il n'y a pas que le travail qui compte, les autres. Mais par contre, le travail, c'est le facteur le plus important, mais il n'est pas le seul. Donc il faut aussi que les autres services soient là. À Toronto, par exemple, l'université, maintenant, quand elle recrute, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a un service spécialisé pour les conjoints qui suivent. Pour les enfants aussi, ils ont un service. Parce que si les deux ne s'intègrent pas, en fait, les gens ne restent pas. Moi, je vivais bien à Rimouski, mais quand ma conjointe a fini son travail, c'était à Québec qu'elle a trouvé son premier emploi en informatique. Donc, évidemment, j'ai quitté avec elle sans avoir une garantie de travail parce que je pouvais aller retourner travailler à Rimouski, mais également, c'est une ville plus grande, donc c'est plus facile pour moi de trouver un travail. Donc ça, c'est aussi une problématique. Donc la diversification et la diversité aussi de ce qu'on peut trouver, c'est une des problématiques aussi qu'on connaît en règle générale. Selon les statistiques de Mme Blain, en 2016, 280 personnes étaient ici issues de l'immigration sur la Côte-du-Sud. Dans la MRC de Montmagny, on parle de plus de 450 personnes en 2017, presque le double. Mais oui. On parle d'un taux de rétention de 78 Oui. Comment qu'on... En fait, en 2015, le CLD de la MRC de Montmagny a décidé de consulter des entrepreneurs, principalement manufacturiers. Il y a eu un regroupement. Puis chacun fait un effort pour de l'attraction à Montréal, principalement à Montréal. Alors, depuis, régulièrement, cette année, tous les mois, on met à la disposition des gens de Montréal un autobus qui va quitter le matin, qui les amène à Montmagny. Ils ont des rencontres avec des employeurs, une courte visite de ville. Et après, s'ils sont intrigués, intéressés par notre région, s'ils ont été conquis par notre chaleur, parce que c'est ce qu'ils disent, hein, on reçoit des bons commentaires hein, quand les gens arrivent de Montréal, hein, la proximité de la ville, la tranquillité de la vie en région, jumelée au service de la ville, la chaleur des gens. Donc, s'ils ont une curiosité, un intérêt pour les régions, parce que c'est l'objectif de cette journée-là, savoir si j'ai un intérêt. Est-ce que moi, en tant qu'individu, est-ce que j'ai le goût de résider à Montréal ou je pourrais peut-être m'ouvrir aux régions? Alors, s'il y a de l'ouverture, on les invite à venir à nouveau, deuxième entretien d'embauche. Et c'est de cette façon-là qu'on est arrivé à attirer des personnes, des nouveaux résidents, principalement des nouveaux résidents issus de l'immigration, je dirais même presque en totalité, là, à travers, il y a 1 ou 2 Québécois seulement. Là. Donc ça explique ce bond-là, ce grand bond-là dans les statistiques. Moi, quand j'ai commencé en immigration pour un autre organisme, un ABNL, quand je pouvais compter sur les doigts de ma main pendant 6 mois les personnes issues de l'immigration que je connaissais. Fait que maintenant, c'est un grand bond. Il y a une richesse, il y a une diversité culturelle dans la MRC de Montmagny, dans l'îlet aussi de plus en plus. L'autre statistique dont vous me faisiez part, c'est le taux de rétention.
Alors, ben, le taux de rétention, ça ne peut pas se compter juste sur 3 à 6 mois. Là. Ça prend un peu plus de temps. Hein. Il y a, en fait, je ne suis pas experte, mais un taux de rétention, ça, c'est 78 mais sur les travailleurs qui sont arrivés depuis 2016 jusqu'à il y a 2 mois. Alors, ce n'est pas un chiffre qu'on peut prendre en considération. Par contre, ce 78 %-là, il est excellent. Donc, actuellement, la région, il y a eu beaucoup de concertations, beaucoup de petites actions terrain pour faciliter l'intégration, donc la rétention. Mais il ne faut pas prendre ce chiffre-là pour acquis parce qu'au fil des années, il pourrait s'amoindrir. Puis, il faut continuer à se développer, à avoir une vision commune de région. Ça, c'est très, très important. Où on veut aller, comment on veut attirer. On parlait de l'attraction. Qu'est-ce qu'on doit développer pour attirer davantage? Puis après, qu'est-ce qu'on doit développer également pour retenir, pour favoriser l'installation durable? Très important. Les 22 qui décident d'aller mener leur projet de vie ailleurs, est-ce qu'on les questionne à savoir pourquoi ils délaissent et Oui. quelles sont les raisons évoquées? Oui, il y a des raisons qui ne sont pas de notre ressort. Ça peut être, j'ai fait des démarches administratives en immigration, le gouvernement m'a refusé l'accès, je retourne. Ça peut être pour des raisons purement liées à l'emploi. Mon contrat de travail est terminé, j'ai trouvé quelque chose de plus intéressant dans une autre région. Mais ça peut être tout simplement, j'ai tenté de vivre en région, puis j'ai pas aimé ça. Je suis pas une personne. Dans mon pays d'origine, je vivais en ville. Finalement, j'ai tenté la région, mais je préfère la ville. Puis ça peut être aussi banal que dans la garderie de mon enfant, j'ai peut-être pas des ateliers de langue. Il n'y a pas de francisation à temps plein pour ma femme que par sa personnalité, plus de mal à se franciser. Ça peut être, je ressens de l'isolement. Oui, les gens sont chaleureux avec moi, sont accueillants, mais la chaleur puis l'accueil, hein, ça, c'est momentané. Hein, c'est un sourire échangé au dépanneur. Mais le week-end, chez moi, qu'est-ce que je fais? Hein? Je n'ai pas de cousin avec qui je peux faire de la motoneige. Fait que c'est un peu tout ça. L'isolement peut être... Mais quand je parle d'isolement, il ne faut pas le voir négativement. Ce n'est pas que les gens se sentent totalement seuls à la maison puis qu'on les repousse. Puis c'est pas ça du tout. C'est juste qu'il faut susciter chez les gens, comme je disais tout à l'heure, l'envie de s'impliquer, d'avoir une implication citoyenne et surtout un sentiment d'appartenance. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Et puis, ça se fait vraiment collectivement avec une grande vision commune de développement. Monsieur Massé, vous avez investi personnellement dans un complexe immobilier pour être capable de garder vos travailleurs chez vous. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette expérience-là? Et est-ce que ça rapporte les résultats aussi, malgré ces efforts-là qu'on fait, il y a des travailleurs qui décident pareil de nous quitter? Bien, encore une fois, on va remettre en contexte le Fonderie Poitras. Nous, on est une entreprise qui fabrique des produits pour le secteur automobile. On se développe, l'entreprise croît et on vend des contrats à l'avance, un peu comme des entreprises en région ici. Alors, on se développe, il faut investir dans la compagnie et puis là, on a des contrats, et puis des contrats qui vont commencer dans les années qui s'en viennent. Et puis là, soudainement, vous faites tout ça, vous investissez dans votre usine, vous êtes développé, vous êtes arraché le cœur à aller chercher vos ventes internationales, développer l'engineering qui va autour de ça. Et puis là, soudainement, malgré toute l'automatisation et la robotisation qu'on met dans nos usines, on vient de partir la machine, puis il manque de monde. Alors, nous, on y était un petit peu... il fallait trouver une solution rapide. Alors, nous, on a eu vent d'une organisation qui faisait du recrutement à l'international. Et on a sondé des gens qui avaient fait affaire avec cette organisation-là. Et ils trouvaient qu'il y avait un grand succès. Alors, on ne s'en cache pas, c'est des gens qui viennent des Philippines. Alors là, le premier obstacle, on disait, est-ce qu'il va falloir les loger? Est-ce qu'on va être capable de les loger? Mais quand on est entrepreneur, on ne regarde pas les obstacles avant l'objectif. On regarde l'objectif d'abord, puis après ça, on fait affaire avec les obstacles. Alors, c'est un peu ma vision des choses. J'ai toujours été un peu de même. Il faut être un peu téméraire, puis dire, bien, écoutez, moi, j'ai bâti une usine, on a investi, on s'est modernisé, on est robotisé, mais malgré tout, ça nous prend du monde. Puis là, ça prend du monde, on va aller en chercher où on peut. Il n'y en avait pas dans la région. On fait beaucoup d'efforts dans la région. Mais il y a une chose qu'on ne veut non plus pas faire dans la région. On ne veut pas aller voler les employés chez nos voisins. Ce n'est pas une pratique qu'on encourage parce que ce n'est pas fair, ce n'est pas correct. On s'investit beaucoup comme entrepreneur, comme entreprise sur nos travailleurs. Puis moi, j'aime pas ça quand les gens viennent piger chez nous, puis je ne le fais pas, je ne vais pas piger chez les autres. Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'il faut encourager. Alors, on a dit, on est rendu là, on a trouvé du monde, let's go, on les engage, on en a engagé 14.
là, on s'est dit, bien là, on va y loger. Fait que là, comme toujours, j'ai dit, bien, il n'y a pas de problème. On pourra peut-être louer des complexes. Un peu, il y a des complexes forestiers qui se louent, là, les chalets. Je dis, on va se trouver un terrain, on va mettre ça. Puis finalement, quand on a commencé à faire les calculs, ça coûtait une fortune et ça n'avait aucun bon sens. Alors là, on s'est dit, bien là, qu'est-ce qu'on va faire? Fait qu'on commençait à sonder dans le territoire, qu'est-ce qu'il y avait comme logement. Il y en a du logement, mais dans la région Lillet, et c'est réparti, c'est un peu distribué géographiquement. Puis quand on a des faux pensées que nos immigrants vont arriver, ils ne peuvent pas demeurer à 5 km puis s'en venir à pied. L'été, peut-être, là, mais vous connaissez les conditions l'hiver. Alors, puis aussi, on avait un engagement des loger à une proximité de l'usine, proximité des services de base. Fait que quand on s'est mis à regarder ça, bien, on s'est dit, bien, peut-être qu'on pourrait construire, puis finalement, leur faire un pied à terre. Alors, on a d'excellents partenaires financiers qui sont représentés dans la salle ici, qui nous supportent bien. Et puis, on en a parlé avec eux autres, et puis on dit, on y va de l'avant, on va bâtir, et puis on va leur faire des logements. Fait qu'on a acheté un terrain à proximité de l'usine qui était commercial, sur lequel on pouvait construire. Les gens de la ville et de l'île nous ont porté assistance, c'est-à-dire qu'ils ont fait le nécessaire pour tout ce qui était au niveau administratif pour favoriser qu'on puisse construire là, et puis nous déblayer le chemin un petit peu là, pour qu'on puisse faire ça rapidement. Et puis après ça, bien, on a dessiné un projet, on l'a construit. Et aujourd'hui, bien, nos gens résident là. Quand les gens sont arrivés ici, nos Philippins sont débarqués avec un petit baluchon, leurs petits vêtements. D'aucuns sont même arrivés, je pense, en sandales à Montréal. Là. Il faisait moins 30 au mois de janvier. Alors, pas de manteau d'hiver, pas rien. Alors, c'est une réalité peut-être un peu différente que vous avez vécu, mais nous, c'est cette réalité-là. Et je l'ai dit tantôt, c'est pas à la portée de tout le monde. On sous-estime comment c'est compliqué d'aller engager du monde. Puis on fait ça parce que là, on a déjà investi dans nos usines, puis on a déjà pris le risque. Fait que là, ça prend du monde, il faut aller engager. On a engagé nos gens en décembre 2017, puis les premiers sont arrivés en octobre 2018, puis les 4 premiers, puis les autres sont arrivés au mois de janvier 2019. Puis il faut savoir qu'après avoir fait tous ces efforts-là, d'avoir investi considérablement, pour aller les chercher, il y a des coûts rattachés à ça, on ne se le cachera pas. Plus construire, etc. Bien, au niveau gouvernemental, on arrive avec 4 personnes qui ont un permis de travail de 3 ans, puis 10 qui ont un permis de travail d'1 an. Fait que là, après 6 mois, on recommence un processus de rembaucher ou de renouveler les permis. Fait qu'on a un environnement, un environnement, je vous dirais, peut-être politique qui est à repenser. Parce qu'on n'a pas encore, on ne vit pas la réalité, on vit pas comment est-ce que, on beau clamer qu'on va créer des conditions favorables, c'est excitant d'entendre ce que j'entends ce soir, mais c'est complexe et puis c'est très difficile, très coûteux. Donc, il y a 10 travailleurs que vous risquez de perdre bientôt s'il n'y a pas un renouvellement? Oui, bien en fait, on va, une fois de plus, bon, on s'est dit, on fera ce qu'il faut. Fait que là, on commence déjà des processus, on vient à peine des engagés que bientôt on commence des processus de renouvellement de permis ou bien de réembauche et de reformation, etc., etc. Excessivement dispendieux. On parle de cours de francisation, on parle d'intégration, on parle de logement. Exact. Êtes-vous capable de quantifier un emploi? Comment vous pouvez investir pour un emploi chez Fonderie Poitras? Bien, on n'a pas encore fini de payer tout ce que... de quantifier, parce qu'on paye encore à tous les jours. Écoutez, il y a 2 façons de voir ça. C'est sûr que quand on a des travailleurs qui sont du Québec ou qui sont locaux, des travailleurs locaux, bien, on doit les former aussi. Alors, donc, il y en a des 2 côtés. Mais d'aller chercher des gens là-bas, là, ça coûte très cher. Peut-être en période de transition, je pense que la table est bien mise. À quelque part, la semaine dernière, la Fédération des chambres de commerce du Québec a fait venir un autobus ici en région. On a ici Mme Mireille Thibault, de la Chambre de commerce, directrice générale. J'aimerais vous entendre sur la réalité en complémentarité avec nos invités ici, comment les gens ont vécu cet autobus-là qui est débarqué ici, et est-ce qu'il y a des contraintes ou il y a des choses où le temps d'une journée qui vous ont été manifestées? Alors, merci, Éric. Alors, effectivement, la journée s'est très bien déroulée. Il y avait des processus d'entrevue déjà de planifiés grâce à nos 2 CLD.
Alors, on avait un bassin d'entreprises considérable, plus de 21 entreprises qui étaient présentes. Et durant la journée, nous avons passé plus de 60 entrevues, pardon. Ça a été très intéressant. Un élément qui est très important, qui nous a frappés dans notre journée, c'est lors de témoignages. Un témoignage durant la journée où un de nos collègues à la MRC, qui est arrivé au Québec il y a 3 ans, où a fait un témoignage de son arrivée, de son passage, les éléments qui l'ont frappé. Et il s'en est suivi une période de questions. Et au lieu de nous parler du travail et de ces choses-là, des qualités requises, les gens qui étaient avec nous dans l'autobus s'interrogeaient sur nos infrastructures sportives. Et il faut le savoir, plusieurs des gens qui étaient avec nous, ce sont des fans vraiment comme nous du hockey, mais pour eux, c'est le soccer. Et s'intéressaient à savoir si nos environs, si Montmagny, si nos MRC étaient dotés de terrains de soccer, s'il y avait des équipes organisées, si durant la semaine, ils pouvaient pratiquer 2, 3 et même 4 fois semaine. Le week-end, est-ce qu'il y avait des compétitions? Alors, au-delà de tout ça, ça vient bonifier l'importance dans nos milieux d'avoir des infrastructures de qualité. Au-delà de nos entreprises de qualité, ça fait partie d'un milieu de vie. Alors, ça a été très intéressant et stimulant pour nous. Et à la Chambre de commerce, on a grandement apprécié cette journée d'accueil et d'entrevue pour plus de 24 candidates sur notre territoire. Madame... En fait, je voudrais faire du pouce sur ce qui a été dit précédemment. Quand on fait venir des gens, en fait, il est important de bien savoir d'où viennent ces personnes-là, en fait, de savoir leurs origines, de savoir leur culture, de savoir leur vécu, de bien comprendre, en fait, les enjeux auxquels ces personnes-là sont confrontées dans leur pays d'origine. Personne ne quitte son chez-soi, sauf s'il y est obligé. En général, c'est pour des questions de sécurité, pour des questions d'espoir, d'argent, de rêve, d'une vie meilleure pour ses enfants, pour soi-même. Donc, en fait, quand les gens sont déracinés de chez eux, qu'ils arrivent ici, il y a déjà un choc obligatoire. Peu importe l'équilibre que la personne a ou peu importe la facilité financière que la personne a, il y a vraiment un choc. Sans parler de l'hiver. Je parle vraiment d'un choc au niveau humain. Quand on fait venir des gens ici, par exemple qui viennent des Philippines ou qui viennent d'Amérique du Sud ou qui viennent d'Afrique, connaître leur culture d'origine, connaître un peu tout ce qu'il y a autour de leur culture, c'est essentiel pour nous pour pouvoir les intégrer. Quand on parlait d'intégration, c'est la clé. Si on ne connaît pas ça, si on ne sait pas qui ils sont à l'origine, intrinsèquement, l'intégration va obligatoirement échouer. On parlait du soccer. C'est sûr que ça doit être soit des personnes d'Amérique du Sud ou soit des personnes d'Afrique parce que c'est comme une deuxième religion, le soccer. Donc c'est de bien comprendre, en fait, quand on vient des gens, on se prépare à savoir qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour les accueillir, mais faire qu'ils restent, en fait, de façon durable et devenir après des citoyens. Donc ça peut être effectivement des infrastructures sportives, mais ça peut être aussi peut-être des restaurants diversifiés, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, avoir un café, parce que les latins, les gens d'origine latine, donc soit les gens d'Europe, d'Afrique et les gens d'Amérique du Sud, aiment faire des 5 à 7, se retrouver, ils vont chez les gens les uns les autres, ils toquent à la porte, ils s'invitent. Toute cette culture-là, c'est quelque chose qui est inconnu ici, qui est nouveau ici, donc c'est important de préparer le terrain de cette façon-là. Et c'est pour ça que je dirais que la préparation, la responsabilité, elle est à un niveau politique, oui, pour la partie paperasse, je dirais, et puis de faciliter un peu les processus administratifs, et ça c'est incontournable. Elle est au niveau communautaire, politique communautaire, donc au niveau des municipalités pour effectivement travailler sur des infrastructures locales et des services locaux, mais elle est aussi au niveau citoyen. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, en tant que citoyen, on doit connaître les gens qui vont arriver, on doit connaître d'où ils viennent pour savoir, en fait, quand je vais avoir quelqu'un dans la rue que je vois, il a une orientation plutôt hispanophone, qui vient plutôt d'Amérique du Sud, je vais aller vers lui puis je vais lui dire toi, le soccer, il y avoir des discussions, une culture générale qui permettent, en fait, de se connecter plus facilement. Dans le fond, vous allez à l'envers de ce qui se fait habituellement. C'est que quand quelqu'un arrive à un nouveau exemple, je suis un nouvel arrivant dans un endroit, c'est les gens qui devraient venir à moi et non moi aller aux gens. C'est ce que vous me dites. En fait, c'est des deux bords. Pour qu'une intégration soit réussie, il y a un travail de collaboration des deux bords. Et elle est essentielle. On parle beaucoup des responsabilités des immigrants, des nouveaux arrivants, puis des entrepreneurs et des politiques, etc. Mais je trouve qu'on ne parle pas beaucoup des responsabilités au niveau des citoyens. Et au niveau des citoyens,
on est en train de bâtir un Québec. On va parler de Côte-du-Sud, on est en train de bâtir une région, de l'avenir de nos enfants, de nous et de nos enfants. Et en fait, nos voisins, les gens que nous allons côtoyer aussi bien dans le cadre du travail que dans le cadre des sorties, de nos magasinages, peu importe, c'est des gens qui vont faire partie de notre quotidien à venir, qui vont échanger avec nous, avec nos enfants, les enfants vont être ensemble. Donc d'un point de vue culture générale, il est essentiel, nous en tant que citoyens, de savoir ce qui nous attend, puis de se préparer à ça en fait, et de commencer à nous-mêmes, en tant que citoyens, d'aller s'interroger, de se dire, mais en fait, ils vivent comment? Il y a beaucoup de gens, j'entends, il y a beaucoup de gens qui viennent des Philippines. C'est quoi leur langue aux Philippines? Comment ils vivent là-bas? C'est quoi leur mode de vie? C'est quoi leur nourriture? Ça m'intrigue. C'est notre quotidien. Pareil, on a une communauté nicaraguayenne, même histoire. On a une communauté africaine, même histoire. Et c'est d'aller, nous, en tant que citoyens, aller faire ces recherches-là. Parce que sinon, vous savez ce qui va se passer, et c'est déjà ce qui est en train de se passer, les gens vont être confrontés à la peur de la différence, à la peur de l'inconnu. Donc quand ils vont voir quelqu'un qui est différent de lui, soit par la couleur, soit par les vêtements qui arrivent avec des tongs à Montréal, les gens vont tout de suite on fait marche arrière parce que la différence est un frein. Alors que si les gens se cultivent au niveau de ce qui existe à l'extérieur du monde et ont une volonté de vouloir s'ouvrir, je parle des citoyens là, à un moment donné, vous allez voir que la fluidité va se faire. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé quand je suis arrivée ici. Les gens venaient me voir. Vous parlez beaucoup des citoyens. J'aimerais lancer l'invitation aux gens présents ici dans la salle. On a un micro qui est ici. Le but de cette rencontre citoyenne-là, c'est d'entendre, oui, une vision de nos panélistes, mais c'est aussi de découvrir, vous, au quotidien, vous vivez quoi dans vos communautés et est-ce qu'il y a des choses que vous avez remarquées ou des points que vous voulez soumettre qui pourraient permettre à intégrer de façon mieux réussie, si vous voulez, l'arrivée de ces nouveaux arrivants-là. Monsieur Abboul, vous aviez non, en fait, peut-être juste pour revenir sur le point qui a été souligné ici, je pense que cette discussion pourrait être assez surréaliste si on nous filme évidemment, qu'on amenait ça dans l'espace francophone. Moi, de plus en plus, je voyage, que ce soit en France ou ailleurs. En fait, si vous regardez un peu les données, c'est que la plupart des pays francophones, donc il n'y a même pas un problème de francisation, le nombre de jeunes de moins de 25 ans, c'est 75 à 80% de la population, puis des gens bien formés avec des taux de chômage se situant entre 25 et 45%. Donc, il y a extrêmement des possibilités qui sont là, mais malheureusement, en fait, c'est que malgré tout ce qu'on dit sur le problème de pénurie de main-d'œuvre, je suis persuadé que si toutes les entreprises faisaient comme décrit ici M. Massé, on en serait un peu plus loin. Donc, je pense quand même que ce n'est pas fatal. La dévitalisation n'est pas du tout fatale. Moi, vous pouvez prendre, par exemple, dans le domaine de l'informatique, les entreprises font ce qu'il faut pour recruter et recrutent aujourd'hui. Donc, je pense que si les collectivités locales faisaient ce qu'elles devaient faire, d'autres entreprises faisaient ce qu'elles devaient faire, les gouvernements aussi faisaient ce qu'ils devaient faire, en dehors de dire qu'on est en pénurie, on est en ceci, en cela. Je vous assure qu'en fait, c'est que nous sommes dans une situation mais extraordinairement favorable d'un point de vue en fait, de l'espace francophone où on est situé. Mais vous pouvez regarder les données statistiques. C'est à part le Québec, en fait, c'est que moi, aujourd'hui, quand je voyage en Afrique, même en Europe, c'est que souvent, à la fin d'une conférence, je me débrouille pour aller tout de suite parce qu'il y a tellement de gens qui me remettent leur CV, qui veulent venir, que c'est fou, quoi. Puis en même temps, je n'ose pas leur dire ce qu'il y a ici parce que... Êtes-vous encore en recherche d'emploi? Non, Madame pas moi, mais j'en connais Madame plein. Ici, en fait. elle a un poste à l'international qui pourrait vous offrir. Donc, vous voyez-vous, donc c'est quand même surréaliste la situation dans laquelle on est parce qu'on est dans un espace francophone qui ne cherche que des emplois où il n'y a que des jeunes qui parlent français, qui sont diplômés, etc., etc. Et nous, on est dans une pénurie extraordinaire. Moi, j'aurais envie de dire que c'est surréaliste, mais en même temps, c'est merveilleux parce que tantôt, Ayette parlait de la rencontre de l'autre, hein? La différence, mais une rencontre, ça se fait à deux, en fait. C'est autant nous ici, qui vivons ici depuis toujours, ou depuis un moment, qui devons aller à la rencontre des nouveaux arrivants, et chacun marche vers un partage interculturel, mais vers un partage tout court, je dirais. Puis tantôt, je parlais de la courbe d'intégration, hein? Il y a la lune de miel.
Puis ça diffère si c'est un 18-35 ans célibataire ou si c'est une famille, un couple. Donc, il y a la lune de miel. Quand j'arrive, wow, c'est beau, même l'hiver. Je joue dans la neige pendant 2 jours. Puis, hein, ça, c'est la lune de miel. Après, il y a le choc culturel. Le choc culturel, ça, c'est pas juste la température, c'est un grand choc. Après, il y a le deuil. Il y a le deuil de ce que j'aimais dans mon pays d'origine, de ce que je ne retrouve pas ici. Puis après, il y a la phase d'intégration qui est plus ou moins longue. Mais moi, ce que je constate, étant une personne qui travaille terrain avec les personnes issues de l'immigration, c'est qu'il y a des histoires merveilleuses, mais j'aimerais qu'on ne se dise pas les immigrants ou les nouveaux arrivants. J'aimerais qu'on comprenne, il y a des personnes dans la salle ici qui sont des nouveaux arrivants ou des moins nouveaux derrière, mais je les connais par leur prénom. Je ne connais pas leur histoire en profondeur, mais je connais leur histoire d'intégration dans la région. Et ça, c'est beau. Malgré, il y a quelques années, il n'y avait pas du tout de francisation, hein, Jacqueline, n'est-ce pas, dans Montmagny? Maintenant, il y en a à temps partiel quelques heures. Donc, tout ça est en mouvance, tout ça est en changement, mais il ne faut jamais oublier les belles rencontres. Puis là, ça fait un peu, vous allez dire, mon Dieu, c'est là où elle sort oui, exactement, le mouchoir, mais en fait, non. C'est qu'il y a des histoires d'intégration fabuleuses. On parle depuis tout à l'heure de plein de choses, mais autant dans le recrutement international, autant pour les nouveaux résidents qui ont le droit d'être au Québec en permanence. Il y a des histoires de partage puis de rencontres d'êtres humains. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et c'est ça qui nous sert à développer une région, littéralement. J'entendais tout à l'heure l'indice de remplacement de la main-d'œuvre. Moi, quelque part, on me dit que 100 des 55, 64 ans, on va les remplacer à 54, 50 et 47 au cours des prochaines années. Ça veut dire qu'une personne, deux personnes qui vont sortir, il y en a juste un qui va entrer sur le marché du travail. On est en plein là-dedans. En fait, l'argument de base, là, pour que les gens comprennent, c'est que moi, j'enseigne à Rimouski. Il y a des étudiants que j'ai eus il y a 3-4 ans qui ne sont pas à même de finir leur maîtrise. Je parle de Québécois de souche, parce que simplement, en fait, il manque le 2, le 3 étudiants qu'il faut pour qu'on parte en nouveau cours. Donc, c'est-à-dire que les arguments sont là. Je pense qu'aussi, c'est la sensibilisation qu'il faut aussi, c'est à ce niveau-là, faire comprendre aux gens cette nécessité d'ouverture-là, c'est d'abord pour nous. C'est même pas pour les immigrants, c'est même pour que entre nous, ça puisse marcher, c'est qu'il faudrait un minimum de personnes pour que ça marche. Donc, réellement, en fait, ça se vit dans les régions. On le vit au quotidien. Vous prenez la 132, vous allez toujours voir dans les petits patelins, il y a une maison qui est là à vendre. Vous revenez un an après, elle est à démolir, etc., etc. C'est que vraiment, en fait, au quotidien, on le voit. Je pense que partout où vous êtes aujourd'hui, vous avez des commissions scolaires où tel programme aujourd'hui, telle classe, en fait, on va la rassembler avec une autre classe qui est à 5 km de là parce que les élèves sont 6 ou sont 4, il en faut 8, etc., etc. Donc, je pense qu'au quotidien, on le vit. La problématique principale sur laquelle on est aujourd'hui, c'est que dans les politiques publiques, c'est que quand l'ILE ou quand Moigny dit qu'on a besoin de 10 travailleurs, une autre MRC dit qu'elle en a besoin de 12, l'autre dit que j'ai besoin de 2 élèves pour une école. C'est que après, quand ça revient au niveau des politiques publiques, c'est qu'on va nous sortir le chiffre, c'est 50 000, c'est 60 000. Puis tout d'un coup, le débat devient autre. Autrement dit, c'est que vous, au départ, vous aviez besoin de 2 personnes pour la garderie, l'autre avait besoin de 5 travailleurs, etc. Vos besoins étaient là, mais tout d'un coup, on vous parle de 50 000, puis il faut imaginer votre 50 000 qui va rentrer dans votre MRC de 2 000. Donc, évidemment, vous avez tous peur, c'est normal, mais moi, si on me disait que je vais recevoir 50 000 immigrants à Québec, je vais avoir peur. Donc, voyez-vous, je pense que le débat est beaucoup à un autre niveau. On n'arrive pas à l'amener au niveau des détails, au niveau, en fait, des besoins essentiels. Et ça, c'est un problème dans la conception des politiques publiques. C'est conçu, c'est-à-dire que vous allez voir le médecin, vous lui dites que vous avez mal au cœur, il va vous arracher une dent. C'est à peu près dans ça qu'on se situe aujourd'hui au niveau des politiques publiques. Et c'est ce qui fait, en fait, pourquoi on parle aujourd'hui de l'accueil, etc., que les gens sont tués, racistes, ne le sont-ils pas. C'est parce que, en fait, c'est que le débat est presque surréaliste, parce qu'on n'arrive pas, en fait, à imaginer des petites politiques publiques presque pour répondre, en fait, aux besoins des MRC, des besoins des petites localités, des grandes aussi, mais
je pense que c'est ce qui crée en fait finalement cette surenchère-là. Puis on se demande tous, est-ce qu'on est accueillant, est-ce qu'on ne l'est pas? Je pense que si on se situait dans les besoins de base, on n'aurait même pas ce débat-là à faire. C'est qu'on va vraiment être sur le vrai débat, l'attraction de manière objective, la rétention de manière objective. Mais vous voyez, c'est qu'on a tellement de facteurs alentours qu'on n'arrive pas à profiter. Je vous dis, on est en pénurie ici, mais on est dans un espace francophone qui connaît la plus forte croissance de population. Ce n'est pas normal. On parlait tantôt de pour réunir les gens qui viennent d'autres pays ou d'autres communautés, d'avoir un café qui pourrait les desservir. Mais qui va l'ouvrir, ce café-là? C'est là où je disais l'action citoyenne. C'est qu'à un moment donné, on dit faudrait que le gouvernement. Mais à un moment donné, moi je me souviens quand on est arrivé, on avait ouvert l'association manimontoise des immigrants. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était pas. Non, c'était pas. L'association manimontoise des immigrants. Donc on était un groupe de jeunes immigrants de différentes origines. Et de Québécois. Et de Québécois, pardon. Et de Québécois, bah oui, moi aussi j'étais. C'était un bon En fait, je ne sais partage. plus quelle casquette je dois avoir. Mais en fait, on avait du fun entre nous. On avait différentes origines. On partageait beaucoup de choses au niveau culture, etc. Et puis on s'était dit, mais ce serait bien de pouvoir faire quelque chose pour justement faciliter l'intégration des nouveaux arrivants et ouvrir surtout aux Québécois la possibilité de leur donner accès à ces nouveaux arrivants-là. Et on s'était dit, pourquoi on ne ferait pas ça avec légèreté et on ne pourrait pas communiquer à travers l'art culturel, culinaire et musical. Et donc, on a monté l'association manimontoise des immigrants, une OSBL, et avec un président, trésorier, etc. Moi, j'étais dedans, Hélène aussi était dedans. Et on s'était dit, on va organiser des soupers à thème. Et le principe des soupers, c'était, on invite tous ceux qui veulent venir, on invite les Québécois, les immigrants, qui que ce soit, et nous on est un groupe de bénévoles, on prépare le repas, et on avait un chef, on a toujours un chef togolais, un vrai chef togolais, qui était dans notre groupe, et puis des très bons cuisiniers dans le groupe, et puis on faisait des thèmes, donc un thème c'était le Sénégal, une autre fois c'était l'Afrique du Nord, on avait fait l'Afrique aussi, Côte d'Ivoire. Enfin, bref, on a fait des thèmes et de la musique traditionnelle et on recevait 200 personnes, on faisait ça à Louis-Jacques Cazot. Puis les gens venaient, il y avait de tous les horizons et il y avait des échanges qui se faisaient, les gens discutaient, on mélangeait les tables et les gens discutaient. Et en fait, on avait pris l'initiative de faire ça parce qu'on s'était dit, ça va permettre de réseauter, ça va permettre de pouvoir profiter de la culture dont je vous parlais, de pouvoir ouvrir la culture étrangère aux Québécois et de pouvoir ouvrir la culture québécoise aux nouveaux arrivants. Parce qu'après, on a jumelé aussi des traditions québécoises, des musiciens québécois, pour en fait faire un jumelage des deux, pour qu'on se retrouve sur une scène neutre, apolitique, qui était en fait autour de la nourriture et autour de la danse. Et ça a tellement bien porté ses fruits que les gens nous redemandaient, donc on a dû dissoudre l'association parce qu'on n'avait plus vraiment le temps de s'en occuper. C'est une soirée et c'est ça. Et la MRC a heureusement repris le flambeau dans ce genre de thème. Et on est toujours bénévole, d'ailleurs on est toujours le même groupe de bénévoles qui est là. Et on participe au souper à thème parce qu'on trouve que c'est un excellent vecteur pour en fait promouvoir la richesse de la diversité. Et aussi pour, comme je vous disais, faire un pas, c'est comme si on est sur un pont, chacun traverse. Puis les Québécois s'avancent, les immigrants s'avancent et on se retrouve sur une zone commune où on se découvre mutuellement. Donc on apprend beaucoup des nouveaux arrivants, mais c'est essentiel aussi que les nouveaux arrivants apprennent les valeurs du Québec et apprennent... Comment voulez-vous qu'ils les apprennent, les valeurs du Québec, si ce n'est pas au travers des Québécois? Ils ne vont pas l'apprendre dans les livres. Est-ce que les besoins individuels priment maintenant sur les besoins collectifs, dans le sens qu'à un moment donné, c'est du chacun pour soi, qu'à un moment donné, on vit cette réalité-là. Les gens qu'on va aller chercher à l'extérieur, ils viennent ici, ils vont prendre ce qu'ils ont de bon ici, puis après ça, ils vont prendre le reste à l'extérieur d'une région? Parce que là, on parle beaucoup d'immigration, c'est la thématique, c'est sûr. Mais par contre, il y a des autobus qui partent de Lévis, de Québec, pour amener des travailleurs ici, puis les gens repartent le soir. C'est à un moment donné, ça, c'est la réalité, c'est la nouvelle réalité aussi. Là. Je m'excuse. Je pense que c'est important aussi cet aspect-là, c'est-à-dire que la communauté n'a pas non plus à pogner quasiment un burn-out à force de vouloir accueillir en fait les nouveaux arrivants. Il y a une partie du processus qui est très individuel. Moi, quand j'étais étudiant à Rimouski, ce qui marchait beaucoup, c'est qu'on n'était pas dans des structures. Ce qu'on faisait, c'est que quand les gens arrivaient, qu'ils soient nouveaux arrivants ou étudiants, c'est les lundis ou les mardis, je ne sais plus, en fait, on cherchait des patins, tout le monde allait patiner. Donc les gens tombaient, se relevaient, faisaient tout ce qu'il fallait, mais
c'est-à-dire qu'il faut juste trouver quelques points d'attachement à la société qui va s'attacher. Et puis, je sais que dans cette cohorte-là où nous, on fonctionnait beaucoup avec le relais et autres, il y a beaucoup qui se sont beaucoup intégrés individuellement après. Parce que l'intégration, c'est un outil. C'est-à-dire que, bon, il y en a qui aiment le collectif, mais il y en a qui ont juste besoin de ce petit truc-là pour pouvoir finalement socialiser plus facilement aussi. Donc, je pense que il y a des actes peut-être qu'on peut poser en tant que collectivité, mais je pense qu'aussi il y a des actes très, très individuels et à partir du moment en fait, où les gens ont des emplois qui correspondent à ce qu'ils cherchent, un minimum d'attention peut être suffisant à certains degrés en fait, pour que les gens s'intègrent. Après, c'est vrai que c'est un processus long, mais c'est vrai pour les immigrants, c'est vrai pour les non-immigrants. Donc, l'intégration primaire, c'est une intégration de fonctionnement. J'ai besoin d'un logement, j'ai besoin d'aller travailler, où est-ce que prendre la carte de l'autobus. Ensuite, l'intégration de participation. J'ai le travail, j'ai ce qu'il faut, j'ai besoin de plus participer, etc., etc. D'habitude, c'est là que les gens sont rendus. Bon, à la troisième étape, c'est ce qu'on appelle l'intégration d'aspiration. Donc, c'est les 3 étapes. Donc, celle-là, c'est peut-être même la deuxième génération qui va la connaître. Mais à tout le moins, il faut voir le processus circulaire. Moi, je pense que la collectivité n'a pas trop à s'en mettre au-dessus de ses épaules, mais quelques points de contact, de socialisation, comme Ayad vient de le décrire, qui peuvent être simples à faire, hein, ça ne demande pas beaucoup de choses, peuvent aider les gens à mieux socialiser puis à vivre aussi de belles expériences. Ce sont ces belles expériences-là qui feraient que si un jour vous vivez une mauvaise expérience, ben, vous vous rappelez des 80 bonnes expériences que vous avez vécues. Donc tout n'est pas négatif, etc. C'est le vivre ensemble. Oui. Monsieur Massé? Ben, moi, je reçois tout ça. Je trouve ça très intéressant. Mais je suis un petit peu omnibulé par les statistiques qu'on a entendues tout récemment. On a besoin de 400 000 travailleurs au Canada aujourd'hui. Puis je vous annonce que demain, le chiffre va être différent de ça. Il va être plus gros. L'année prochaine, il va être encore plus gros parce que c'est prédit, c'est analysé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Fait que tout ce qui est fait, c'est vraiment bien, là. Mais j'ai l'impression que la société va falloir qu'elle se prenne en main parce qu'aller chercher 400 000 nouveaux travailleurs au Canada, là, je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire ça. Nos voisins américains ont besoin de travailleurs aussi. Parce qu'eux autres, nous, on vend aux États-Unis, puis tous mes clients ont besoin de travailleurs aussi. Fait que dans notre continent, il n'y a pas que nous qui faisons la promotion, il y a nos voisins également. Fait que 400 000 nouveaux travailleurs seulement là, au Canada, là, ça va prendre des foutus exercices pour se rendre attrayant. Parce que si ces gens-là n'arrivent pas ici, il va manquer de travailleurs. En tout cas, moi, c'est ma petite théorie économique. Il va manquer de gens pour payer pour ceux qui sortent du système. Effectivement. Alors, on a besoin criant de stimuler l'arrivée d'immigrants. Puis, Dieu merci, vous mettez en place des systèmes sociaux qui favorisent l'intégration, mais il faut qu'ils viennent, ces gens-là, puis ça va presser il faut qu'ils arrivent plus vite qu'ils arrivent présentement, si vous voulez mon opinion. Je posais une question en introduction. Est-ce que l'immigration est la solution pour relancer les régions? En tout cas, c'est une solution, c'était la nôtre. Au-delà du fait que, comme je vous l'ai dit d'emblée, là, on a aussi fait nos efforts. On est quand même pas une si grande société. Là, on est 160 employés. Il y a beaucoup plus gros que ça au Québec, puis ailleurs en Amérique du Nord. Mais on investit par millions en automatisation, par robotisation. Mais quand vous vous développez, vous avez besoin de monde. Vous ne voulez pas quelque part, les besoins changent. Peut-être qu'on a besoin d'un petit peu moins de monde dans l'usine, peut-être un petit peu plus de monde compétent en automatisation, en génie, en techniques diverses. Alors, les besoins changent. Il y a un shift. Et puis là, on a besoin de monde de différents métiers. Avant d'aller avec les questions du public, je me réserve une petite question en tant que fou du roi. Parce qu'on a abordé les avantages de l'immigration au niveau économique, au niveau démographique. Puis, il y a ça, je pense qu'à date, dans la communauté québécoise, c'est quand même consensuel. Là où je pense que le débat est souvent plus sensible, c'est au niveau de l'impact de l'immigration sur la culture québécoise. On entend souvent des discours que l'immigration pourrait être perçue comme une menace. Puis, à l'inverse, on entend aussi beaucoup des discours comme quoi la diversité est une richesse. Mais au lieu de... Comment cette richesse-là, par exemple, se concrétise, à votre avis, au niveau sur la culture québécoise? Puis, à l'inverse, est-ce que les craintes identitaires sont fondées, à votre avis? Ou, bref, au niveau culturel, à votre avis, vous vous situez où?
Je trouvais très intéressant les propos que j'écoutais de Mme Laouari tout à l'heure, où elle découvrait, elle est arrivée au Québec, puis elle avait un voyage à la Saint-Jean. Les Québécois, moi je voyage le monde constamment, les Québécois, on est réputés pour avoir une culture qui est forte, on en est fiers. Moi je suis fier d'être Québécois, je suis fier d'être Canadien, je suis fier d'être Nord-Américain. Mais je dirais, à prime abord, Québécois, on a une culture qui est forte. Comme manufacturier, les Québécois, on est innovateurs également, on est créatifs. Comme travaillant, on est vraiment un peuple travaillant, qui a beaucoup d'imagination. On est des inventeurs. Combien d'inventeurs que vous connaissez, dont vous utilisez sans doute les jouets ou les véhicules ou quoi que ce soit au Canada, des avions, des VTT, toutes sortes de choses que les Québécois ont inventées sur cette belle planète. Fait que la culture est très forte. Moi, je pense que quand on rajoute des gens, il ne faut pas avoir peur de notre culture parce que c'est bien implanté chez nous. On la vit, on aime ça vivre notre Saint-Jean, vivre tout ce qu'on est comme Québécois puis comme être humain. Mais en plus de ça, il ne faut pas oublier que la diversité culturelle, bien, ça amène ça à son charme aussi. Une fois de temps, c'est bien le fun de manger de la tourtière à tous les jours, mais manger un petit rouleau du printemps de fois de temps en temps, c'est pas désagréable, puis ça vient un petit peu d'ailleurs. Alors, l'idée, c'est qu'à l'intérieur de notre entreprise, nous, la diversité culturelle, parce qu'on n'a pas que des Philippins chez Fondé-Poitras, on a des gens du Madagascar, on a des gens d'Algérie maintenant, on a des gens qui viennent un peu partout maintenant. Puis, que voulez-vous? C'est de même que ça se passe. C'est ça, la mondialisation. Ça l'est fait vendre il y a longtemps que la mondialisation, moi, quand j'ai sorti de l'école, il y a déjà quelques années, que la mondialisation, il fallait travailler, être meilleur, être plus performant. Mais aujourd'hui, la mondialisation, ça veut aussi dire que non seulement il faut être meilleur, mais il ne faut pas avoir hésité d'aller piger dans les cultures ailleurs pour aller piger ce qu'il y a de meilleur, que ce soit en technique ou en culture ou en quoi que ce soit. Mais ce faisant, moi, je n'ai pas peur du tout de mon identité québécoise. Au contraire, j'en suis fier. Puis je peux vous dire que quand mes clients, d'où ils viennent dans le monde, on a des clients partout dans le monde, quand ils viennent à Québec, ils adorent Québec et tout de suite en rentrant au Québec, puis quand ils rentrent dans l'usine chez nous, ils disent « Caroline, il y a quelque chose chez vous qu'on ne voit pas ailleurs. » Fait que moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de notre culture. Au contraire, ça nous stimule à la développer davantage. Mais il ne faut pas oublier que la diversité culturelle, bien, c'est un peu comme... Ça ajoute aussi à la valeur globale. C'est un peu notre façon de penser. La richesse de la diversité culturelle, c'est sûr que moi, j'ai souvent ce témoignage-là de la part de personnes issues de l'immigration, puis ceux qui sont dans la salle pourront peut-être hocher de la tête si c'est le cas pour vous aussi. Mais moi, il y a souvent, on a des amis africains, togolais, entre autres un ami togolais qui me dit toujours, moi, Hélène, si j'avais voulu vivre en communauté, je serais restée à Montréal. Je savais qu'ici, je n'allais pas trouver une communauté togolaise très forte. Là. Ils étaient déjà contents d'être deux. Là. Puis ça, moi, ça m'indique. Puis quand je vois les nouveaux arrivants issus de l'immigration ici sur le territoire, puis que je les vois aller dans leur quotidien, autant au travail que dans leur vie personnelle, parce qu'on parle beaucoup de travail, la vie professionnelle, mais la vie personnelle doit être enrichissante aussi. Bien, quand je les vois aller, je le sens, moi, le partage, puis je sens la curiosité. J'ai invité des Marocains à la maison, puis ils étaient tout déçus parce que je ne leur avais pas cuisiné un pudding chômeur. Eux autres, ils espéraient un pudding chômeur. Puis moi, je me suis cassé la tête toute la journée à me dire, est-ce que mon baklava va être bon? Fait que là, à un moment donné, bien ça fait plusieurs années de ça. Maintenant, j'ai compris. Je fais du pudding chômeur à tout coup. Mais c'est pour vous dire que, oui, il me semble que c'était quelque chose qu'on entendait il y a quelques années. Puis oui, j'entends que c'est une préoccupation sociale, mais c'est drôle, moi, sur le terrain, je le sens pas tant que ça. Puis je côtoie plus de personnes issues de l'immigration que de Québécois, moi, de par mon mandat. Là, on est beaucoup au travail, puis même à l'extérieur du travail. Puis je le sens pas. Je sens un partage, je sens une curiosité, je sens une volonté d'aller vers l'autre. C'est pas juste à Montmagny. J'ai l'impression que le Québec est en changement. Puis oui, moi aussi, je sens qu'on a une identité forte. Mais n'hésitez pas à partager avec les personnes issues de l'immigration. Puis, et vice-versa, je pense que la richesse, elle est là, est dans le pouvoir du partage. Je pense que c'est un vrai débat sur les craintes exprimées. Je crois que ça existe. On le voit, hein, mais il y a comme, comment on dirait, on a comme une personnalité schizophrénique, en règle générale, sur la question d'immigration. Sitôt qu'on est dans le débat national, on a l'impression que tout le monde a peur des valeurs, etc., etc. Vraiment, en fait, ça pogne à ce niveau-là. Le français va disparaître, la culture va disparaître. Mais sitôt qu'on arrive sur les besoins réels, les gens ont besoin d'immigrants. Donc, c'est ce que je vous disais tantôt, c'est la capacité aussi, dans les politiques publiques, qu'ils puissent traduire les besoins des gens.
sans que ça leur fasse peur la manière dont ils en parlent, parce que c'est vrai, quand on vous parle seulement du nombre de XX, ça peut faire peur. Mais je pense que, puis il y a des questions qui relèvent plus des questions d'insécurité, comme la question du terrorisme, qui est une question réelle. Je pense qu'il faut l'adresser comme telle. On sait, le terrorisme, c'est beaucoup à ce moment-ci lié à l'islam, comme à une certaine époque, c'était lié au communisme, à d'autres époques, c'était lié en fait au nazisme, etc. Il faut pouvoir l'adresser de manière objective, sans avoir peur. C'est une question réelle, mais c'est une question de sécurité. Ça n'a rien à voir avec l'immigration en tant que telle. En fait, donc, je pense que c'est qu'on mêle beaucoup le débat, donc c'est ce qui fait que finalement, en fait, tout devient mêlé. Donc, on mêle le foulard avec l'identité, on mêle ci et ça. Mais je pense qu'à ce niveau-là, ce qui est important, c'est d'avoir une culture forte, de pouvoir aussi l'affirmer, parce que ça donne des points de repère aux gens. Quand ils arrivent, on a envie de découvrir une société d'accueil. Je pense que plus la société d'accueil exprime sa culture sans gêne, moins elle est insécurisée, parce que le problème qu'on a en Occident ou dans les temps modernes, c'est que chacun a tellement peur d'affirmer sa culture ou veut tellement devenir insignifiant que sitôt qu'il y a quelqu'un qui affirme sa culture, on a peur. Donc je pense qu'il y a un problème à régler à ce niveau-là, c'est vraiment de mieux réaffirmer la culture québécoise. Au contraire, ça n'agresse personne. Quand on entre dans une maison, on a envie de savoir c'est quoi la composition de la maison, c'est qui l'a bâtie, etc. Ça ne peut qu'aider. Donc à ce moment-là, tout le monde est confortable. Je pense qu'une fois que cette question est résolue, pour les autres questions, c'est vraiment, je pense, la question la plus importante demeure celle de l'emploi. En réalité, on tourne autour de beaucoup de choses, mais une personne qui a de l'emploi, et l'emploi est plus fort que tout. Moi, quand je faisais, je m'excuse, hein, après je vais arrêter complètement. On vous a invité pour parler. Quand je faisais mon doctorat, je me rappelle toujours, en fait, parce que j'ai suivi une même cohorte à peu près sur 4-5 ans, je me rappelle toujours d'un de ces nouveaux arrivants que j'ai suivis qui travaillaient dans un service à la clientèle. Mais lui, en fait, il avait des études vraiment très, très poussées. Il était ingénieur en télécom et il n'avait pas encore, en fait, puisse intégrer le marché du travail. Alors, il avait négocié avec son employeur pour à peu près chaque, je sais pas, 4-5 heures pour prier telle prière, telle autre prière. Et son employeur avait accepté, il avait sa petite barbe, etc. Je le revois 3-4 années après, il n'a plus cette barbe, il est vraiment devenu quasiment autre chose. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit non, mais maintenant, c'est que j'ai eu un travail qui répond à mes compétences. Je n'ai plus besoin d'utiliser l'excuse religieuse pour avoir un petit temps à moi. Je suis plein dans mon travail. Donc, je pense qu'en règle générale, si vous réfléchissez, c'est que le capitalisme, malheureusement, on l'a eu, mais il est plus fort que toutes les religions. Peu importe de la religion que vous vous réclamez, si vous vous intégrez assez bien au niveau de l'emploi, tout le reste va basculer. Donc, je pense que si on est capable, en fait, finalement, d'offrir aux gens ces emplois, ceux qui sont barbus ou ceux qui pensent que c'est ceci, cela vont ressembler à tout le monde. C'est malheureux dans certains points de vue, mais c'est aussi heureux parce que finalement, en fait, le travail, le capitalisme, c'est la plus forte des idéologies. Elle gagne à toute épreuve. Merci beaucoup, M. Abdoul. Donc, donc, on rentre maintenant dans le volet de la soirée où on invite les gens du public à venir prendre la parole. Donc, je vous invite d'abord à dire votre nom au micro. Puis, si vous avez des questions, levez le petit bâton. Puis, c'est ça, vous pourrez vous faire la file derrière. Donc, j'invite mademoiselle à prendre la parole. Bonjour, je m'appelle Andréane. Je suis en fait à la gestion d'un organisme à but non lucratif au niveau sportif ici à Montmagny. On a, comme tout le monde, un besoin criant en main-d'œuvre. J'aime beaucoup ce que j'entends. Mais ce que j'ai l'impression d'entendre, j'ai l'impression qu'on a une espèce de, encore un certain pouvoir. C'est-à-dire qu'on peut mettre en œuvre tout ça. J'adore ce que vous faites, Mme Blais. Vous êtes nécessaire ici. Puis c'est le fun d'entendre, de savoir tout ce qui se passe. Puis, mais tout ce qui m'a accroché depuis tantôt, c'est tout ce qu'on n'a aucun contrôle. Et ce que M. Massé disait, ce que j'ai entendu et qui m'a parlé tout de suite, c'est paperasse coûteuse, compliquée, environnement politique à repenser, doit aller plus vite. Vous avez parlé du moment d'engagement à venir ici, 1 an à peine. Je ne sais pas comment vous avez fait. Vous allez me donner votre truc, s'il vous plaît. Mais en fait, c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'on a un beau contrôle sur toutes ces belles actions-là. On n'a pas le choix d'aller de l'avant avec tout ce que vous avez dit. On est là.
on a tellement de belles richesses à apprendre des nouveaux arrivants de partout. Pourquoi ça serait logique de ne pas aller de l'avant avec toutes ces belles actions-là? Par contre, tout ce qui est niveau gouvernemental, le après, c'est bien beau de tout accueillir, mais quand il y a des gens en haut qui nous empêchent d'avancer, qu'il y a de la paperasse qu'on peut incompréhensible, puis qui sont même pas capables eux-mêmes de nous dire une date de quand les dossiers vont être analysés, ça met en péril nos entreprises pour lesquelles on donne cœur et âme, puis qu'on croit, puis qu'on sait qu'il y a du beau développement, on sait qu'il y a du potentiel, on a de la demande à n'en plus finir, puis on n'est même pas capable, en fait, d'engager quand on veut, puis quand on est ouvert, quand on est prêt à accueillir, quand on a des gens on a tout ce qu'il faut, mais il y a quelqu'un quelque part qui nous empêche c'est ça. J'aimerais ça avoir des trucs, en fait, pour nous si petits, qui a des besoins, puis qui va répondre à ces gens-là, nos nouveaux arrivants, qui veulent nos services aussi, mais si on n'est pas capable de les offrir, parce qu'il y a quelqu'un qui... C'est ça, c'est le en haut qui... Oui, des trucs, écoutez, il n'y a pas vraiment de trucs, il y a un peu de témérité, un bon médecin avec des antidépresseurs, puis nous, il y avait le besoin d'abord, c'était un besoin de créer, on avait de l'emploi, on avait le besoin d'avoir du monde chez nous, comme j'ai exprimé tout à l'heure. Mais effectivement, on a dû composer avec beaucoup d'incertitudes. Donc, décembre 2017, et puis pour la demande, et puis nos gens sont arrivés en janvier 2019. Donc, ça fait 1 an et quelques. On a bâti des appartements. On était assis avec 5 maisons, 15 chambres pendant à peu près 6 mois avant de les remplir. Parce qu'il fallait faire, il ne fallait pas que les gens arrivent et que les maisons n'étaient pas faites. Bien, écoutez, je ne suis pas du genre à tout le temps jeter des commentaires sur la politique. La politique, ils essayent bien, puis de faire ce qu'ils peuvent, là. Mais c'est souvent qu'on n'a pas de vision à long terme dans certains secteurs. Et puis, vous savez, je l'ai dit dans l'ouverture, ça fait 25 ans qu'on sait que ça s'en vient. C'est un peu comme, on le savait, mais en même temps, on a une certaine fermeture. Je pense qu'au niveau chacun doit jouer ses rôles. Je pense qu'au gouvernement, on commence à le faire, on commence à le sentir, à faire un peu la promotion. Vous savez, quand on veut une société qui bouge dans un sens, il faut aussi, si on est dirigeant d'entreprise ou d'une société quelconque ou d'une grande société comme le Québec, si on veut que la société bouge vers l'acceptation de l'immigration, il faut commencer à en faire la promotion. Nous autres, l'automne dernier, il y a eu un article qui a été publié dans le Journal du Québec, puis le journaliste a fait un certain lapsus, puis ils ont confondu certaines choses. Et après ça, les gens se sont mis à déblatérer ces réseaux sociaux contre l'entreprise parce qu'il avait dit que l'entreprise donnait des cours d'anglais pour faciliter l'introduction de nos gens. Et puis là, ce que ça m'a permis de voir, c'est sur tous les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est de voir l'ignorance dans le peuple. Dans la région, ici, je recevais des tonnes d'emails, de messages en disant qu'on n'a pas besoin d'emploi dans la région, on a en masse de monde, on devrait faire travailler le monde qui ne travaille pas. On a eu des menaces, on a eu des menaces de mort, on a eu toutes sortes de... C'est fou ce qu'on a eu. Fait qu'il y a une grande ignorance. C'est pas toute la population qui sont éduqués, sans doute, comme les gens qu'on voit ce soir, puis qu'on entend. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas éduqués. Fait que ça, si on veut faire de l'acceptation, vous avez dit tantôt, si on veut faire un mariage, bien, les gens qui ne sont pas éduqués, ils n'accepteront pas ça non plus dans la région. Alors, ça, c'est à faire, c'est à développer. L'autre problème, c'est que pour nous, moi, je ne connais pas tous les systèmes, mais quand les immigrants arrivent au Québec, bien, il y a plusieurs difficultés, comme ils n'ont pas de crédit. Nous, on fait affaire avec une banque, avec une caisse très, très locale, qui nous a grandement accommodés. Et ils ont été d'un service extraordinaire parce qu'ils ont été très ouverts. Non, mais ça fait partie de l'ouverture, vous savez, là. Les gens arrivent ici, là, puis ils n'ont pas d'argent, ou il faut qu'ils se fassent transférer de l'argent, ils ont besoin des moyens. Alors, nous, ça prend aussi des partenaires de ce genre-là. Ça, pour nous, là, je tiens à vous dire que ça a joué un grand, grand rôle. Parce que c'est sécurisant d'avoir un partenaire financier qui vient vous aider. On ne le dira jamais assez, là, mais bâtir des maisons, ça a coûté des sous, beaucoup de sous. Et puis, c'est un risque qu'on prenait, puis ça prend un partenaire. Fait qu'on est chanceux dans la région. On en a un partenaire qui est là, qu'on n'a quasiment pas parlé de la soirée, des partenaires qui sont des partenaires financiers, qui jouent un grand rôle dans la région. Fait que ça, c'est vraiment important. Ça aide les entrepreneurs parce qu'on ne peut pas tout prendre les risques seuls dans la vie.
Quand on est un bon entrepreneur, on va prendre des risques qu'on peut contrôler. Donc, on essaie de limiter la portée des risques en lien avec ce qu'on peut contrôler. Fait que, on a ici, on est vraiment chanceux, je le dis, pas parce que je veux juste les vanter, mais c'est des gens qui sont à l'écoute. Puis ce qu'on a besoin dans la province, c'est plus d'entités comme ça, puis que ça se rende jusqu'au gouvernement pour arrêter de dire on veut recruter du monde, mais on va faire ce qu'il faut pour que ça puisse rentrer ici, puis que ça se développe rapidement. Nos gens qui sont arrivés ici, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont rien. Là. Nous, on leur a prêté de l'argent la journée qu'ils sont arrivés. On leur a donné un manteau d'hiver la journée qu'ils sont arrivés. Ils sont débarqués avec un T-shirt de l'avion. Il faisait moins 25 ou moins 28 à Montréal quand ils sont arrivés. Fait qu'il y a toutes sortes de choses qu'on ne pense pas, au-delà de rencontrer des gens, au-delà de leur fournir une maison. Et la première banane, le premier piloterie, il faut qu'ils se l'achètent. Fait qu'on leur a prêté de l'argent. Puis après ça, par contre, je vais vous dire, dans la région, c'est vraiment fascinant parce qu'il y a beaucoup de gens dans la région qui se portent bénévoles pour nos gens, qui viennent aider. On a des gens qui viennent les chercher le matin, ils vont leur faire leur épicerie la fin de semaine. Moi, j'apprends ça au fur et à mesure, mais je trouve ça extraordinaire. Tu sais, les gens sont dévoués. Fait que, il y a une partie de la population qui est vraiment là, qui comprend les besoins puis qui s'intéresse à la chose. Puis il y en a une autre partie qui est moins grande. Mais ce que ça prend à la base, ça prenait une volonté pour moi. Là, dans mon côté à moi, c'était une volonté comme entrepreneur de réussir. J'avais investi dans l'usine. Puis coûte que coûte, il va falloir produire. Là, veut pas, c'est ça le nerf de la guerre. Ce qui est particulier dans le manufacturier, c'est que pour chaque emploi direct, c'est des retombées sur 5 à 7 emplois. Hein. Fait qu'on fait travailler les épiciers, on fait travailler plein de monde dans les villes, dans les alentours. Alors, la recette, écoutez, c'est la recette, pour moi, c'est une recette d'entrepreneur, c'est de fixer sur l'objectif, mais ça m'a pris des bons partenaires. Ça m'a pris aussi un plan de match complet à l'usine. On est département de ressources humaines. Ça a été assez complexe. Ça prend pour nous, on parlait de francisation. Nous, on a des cours de français tous les jours à l'usine. Donc, il faut mettre ça en place. Il faut être capable de libérer des gens aussi. Puis aussi, il a fallu préparer un peu nos gens parce que, puis les gens ont bien accepté chez nous, mais il ne faut pas que les gens commencent à croire que c'est des gens qui vont venir voler les jobs. Alors là, aujourd'hui, les gens ont bien réalisé qu'ils ne sont pas là pour voler les jobs. Ils aident l'entreprise à réussir, puis tout le monde y gagne. Fait que ça, c'est bon. Fait qu'on a un peu de marketing à faire de ce côté-là. Fait que ça revient beaucoup à comment est-ce qu'on présente le projet. Vous entendez plus dire que c'est des voleurs de jobs? En fait, on ne l'a pas vraiment entendu dire sur les réseaux sociaux où ça s'est estompé. Puis Dieu merci, on a un journal, un beau journal dans la région qui a corrigé le tir. Et c'est encore d'avoir de la saine communication. Alors, c'est fou, mais ça prend aussi de la communication parce que c'est quelque chose de vraiment nouveau. Parfait. Merci, M. Massé. Puis, en fait, ce n'est pas une question que je lance, mais c'est vraiment un cri du cœur, une problématique qu'on vit. Puis, je pense que c'est important d'entendre les problématiques. Celle que j'entends, c'est beaucoup de l'accueil présentement, mais au-delà de ça, quand on est prêt à accueillir, quand on a investi, quand on a peu de moyens, puis qu'on prend le temps, puis qu'on prend la décision avec un conseil d'administration et tout, et d'investir des sous importants dans des firmes qui nous aident pour nous accompagner dans l'immigration, dans le fait d'amener quelqu'un et qui veulent venir, qui ont hâte d'arriver, mais qui attendent juste des nouvelles, puis que les seules nouvelles qu'on a, c'est de se faire dire, on ne le sait pas, c'est quand que ça... On ne le sait pas la date. C'est frustrant, on devient impuissant, puis de ne pas avoir le contrôle sur sa propre business, je pense qu'on pouvait comprendre que ça peut être puis sur le développement, puis que ça met en jeu la pérennité, ça devient, c'est ça, on ne sait plus quoi faire. Pour le bénéfice des gens ici, vous avez combien de jeunes que vous vous occupez? On offre 3 emplois à temps plein et une vingtaine d'emplois à temps partiel à des jeunes de la région ici, puis on a près de 300 membres dans notre club du sportif. Merci. Merci beaucoup pour l'intervention. Je pense que M. le maire avait l'intention de réagir. Bonsoir. Alors oui, bien sûr, mon nom est Rémi Langevin, maire de Montmagny. Je me posais la question si je devais prendre la parole ce soir parce que je me disais, chaque forum nous apporte de l'information et puis de la sensibilisation. Et puis je me disais, est-ce que je vais garder mon intervention pour le dernier forum? Et puis... en fait, ce soir, je vous écoutais, puis vraiment, c'est très intéressant d'entendre vos points de vue. Et puis, je réfléchissais en même temps que vous parliez, puis je me disais, en bout de ligne, là, ce qu'il faut ici dans la région, parce que quand vous posez, M. Maltais, la question, qui va prendre le leadership, qui va prendre le pôle,
En fait, il faudrait développer une culture d'accueil, une culture d'entraide et puis aussi une culture de mettre en commun les moyens qu'il faut pour répondre à nos besoins. J'entends qu'on a besoin d'infrastructures sportives particulières parce que, oui, c'est sûr, quand on pratique le soccer, l'été, ça va bien, mais l'hiver, dans la neige, on est mieux de faire du ski de fond ou de la raquette que du soccer. Alors, c'est bien entendu que pour une ville, c'est important d'entendre ce que les gens ont besoin pour l'accueil. C'est important aussi d'entendre les particularités des différents organismes du milieu qui manifestent et qui nous font connaître leurs besoins. Parce que oui, à Montmagny, il y a des infrastructures sportives qui demandent un peu d'amour. Il y a des infrastructures qui devraient être réorientées pour répondre à des besoins de nouvelles façons de vivre, de nouveaux résidents qui, même, on aurait aussi des avantages à découvrir ces cultures-là parce que peut-être qu'il y a des activités sportives qu'on pourrait développer en côtoyant des gens qui ont aussi cette passion-là pour d'autres types d'activités sportives. Mais vous savez, pour une municipalité, l'important, c'est de développer, de répondre à des besoins qui ne sont pas nécessairement toujours des besoins individuels. Vous savez, nous, on doit travailler dans l'ensemble des demandes qui nous sont formulées sans nécessairement avoir toujours un point de vue de répondre à des besoins individuels. Mais ça, mettant en commun nos forces, tant au niveau éducatif, au niveau culturel, sportif, aussi les gens d'affaires, parce que je vous entends, Seigneur, vous en mettez de l'énergie, puis je me dis, hey, il me semble qu'il y a des infrastructures, il y a des gens qui ont ces missions-là de franciser, il y a des gens qui ont ces missions-là d'aller faire du recrutement à l'international, et puis vous devriez mettre vraiment vos efforts pour votre entreprise et puis avoir des facilités pour pouvoir enrichir notre milieu, puis développer l'économie du milieu. Alors, je me dis, on est rendu là, je pense, avoir un projet, développer un projet commun, avoir une vision commune, comme vous dites, pour répondre à l'ensemble des besoins, tant des nouveaux résidents que des résidents actuels, parce que la cohabitation, elle est là. Et puis, on est rendu à une étape où on doit dire haut et fort qu'est-ce qu'on veut développer pour le futur, quelle vision qu'on veut donner à notre communauté, pour que déjà les gens qui nous regardent, même si on ne l'a pas, cette infrastructure-là, disent, bien, coudonc, ils ont une vision, puis dans quelques années, on va avoir des infrastructures qui vont répondre à nos besoins, puis on va aller habiter, on va aller visiter cette région-là, on va aller habiter dans cette région-là, et même, on va investir parce qu'on sait qu'ils ont une vision, ils ont un projet, et puis ensemble, bien, on va pouvoir y arriver. Et c'est un peu ce que je veux laisser comme message ce soir. J'en ai parlé déjà avec des gens du milieu, la Chambre de commerce, entre autres, au niveau de l'éducation, au niveau de la MRC. Puis, on est rendu à dire aux gens qui nous écoutent, les gens des régions, les gens du Québec, dire à Montmagny, dans la MRC de Montmagny-Lillet, ils ont une vision de développer des infrastructures, ils ont une vision de mettre en commun des services. Et puis, c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se passe là. On va aller voir, on va aller visiter, on va peut-être aller habiter, puis un jour, bien, on va venir investir, et puis ça va faire en sorte que les gens vont venir chez nous. Et puis, on est rendu là. Je pense qu'on n'a pas peur des gens qui viennent nous voir. On a de l'ouverture. On est un peuple accueillant. On est aussi une municipalité accueillante. Et puis, les gens qui sont ici, j'ai des conseillers, des conseillères qui sont ici. Et puis, à la MRC, c'est le discours qu'on a. On est prêt à accueillir des gens. Il s'agit juste que les gouvernements facilitent le travail de tous les efforts qu'on met là, individuellement. Il faut les mettre en commun. Et puis, je pense qu'on va y arriver à être capable de répondre à ces besoins-là puis être attractif, parce que c'est l'attractivité qui est importante. Et puis, une fois que les gens viennent nous voir, bien, il faut les retenir, puis il faut leur donner. Si on n'a pas ce qu'il faut donner au moins la vision de ce qu'ils auront un jour.
Et puis, on est rendu là. Et puis, en tant que maire, moi, je suis prêt à travailler dans ce sens-là avec les membres du conseil. Et puis, c'est important. Et oui, d'entendre et puis de prendre des notes sur ce qui nous manque chez nous, c'est important. Et puis, ce soir, ben, j'en ai pris. Et je vais partir avec ces informations-là pour faire un meilleur travail pour l'avenir. Alors, c'est plus un commentaire qu'une annonce électorale là, que je voulais faire à ce soir. Ce que je retiens, M. Langevin, c'est que quelque part, on ne parle pas de la ville de Montmagny, mais on parle d'une région. Et il faut parler d'une région. On parle de 2 MRC. Exactement. On parle du travail en collaboration avec des chambres de commerce, à un moment donné, pour laisser transparaître une ligne qui pourrait dire, bien, à un moment donné, c'est par là que la région veut aller. Oui, parce que, voyez-vous, à Montmagny, on peut rien faire de plus si on ne se met pas ensemble avec les 2 MRC, puis qu'on se donne un pôle fort à développer pour être attractif, puis dire, bien, dans cette région-là, c'est intéressant. Parce que les gens peuvent rester au Cap, à Lillet, à Saint-Just, ça n'a pas d'importance, parce que tout le monde a besoin de nouvelles personnes, de nouveaux arrivants. Et puis, il faut développer un pôle fort, peu importe là, à quel endroit il sera. Et puis, ça va faire en sorte qu'on va devenir attractif. Et puis, on va avoir des gens qui vont venir au moins nous visiter pour voir si on a une vision. Le message que vous entendez de M. le maire, ça vous allume quoi, M. Manson? Bien, moi, je trouve ça très intéressant. Vous savez, c'est un ensemble de choses qui vont faire que les gens vont rester ici. Il y a un besoin économique que j'ai parlé et que j'ai véhiculé souvent. Fait que ça, c'est là, c'est criant. Si en même temps, on déploie des villes qui sont belles, attrayantes, avec des infrastructures, avec des systèmes d'accompagnement, c'est un ensemble, hein? C'est pas une seule chose qui fait rester les gens. Il y a des villes qui ont commencé il y a longtemps, fait que le message que j'entends, je trouve ça intéressant. Ce qui est important par-dessus tout, c'est de commencer. Oui, effectivement. Et puis, il ne faut pas avoir peur de dire qu'on a besoin de l'ensemble de la communauté pour avancer. Une ville seule ne peut pas faire grand-chose. Et puis, un autre organisme seul ne peut pas faire grand-chose. Mais c'est tout l'ensemble. Si la région démontre une volonté ferme d'atteindre des résultats par une vision, nécessairement, les gouvernements vont nous écouter, puis on va avoir l'aide qu'il faut. Merci, Monsieur le maire. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui avaient le goût. Juste avant vous, monsieur, je pense qu'il y avait une dame derrière vous qui souhaitait partager un commentaire. Mais si vous voulez, je vous invite à aller vous placer derrière. Merci. OK, bonjour. Et, je viens de l'Amérique centrale et je suis nouvelle arrivante et ici j'ai 2 mois. Et je suis très contente. Les personnes à Montmagny sont très accueillantes, mais j'aimerais donner quelques suggérences pour améliorer ce service. Par exemple, quand on est venu ici de Montréal et il n'y a pas de transport commun, j'ai compris que ce n'est pas possible pour un grand groupe de personnes, mais peut-être ouvrir les services de Uber. Parce que je sais que beaucoup de monde qui est de la Centrale Amérique aussi, il n'y a pas de service de transport. Et aussi, il y a une école de conduire, mais quand on a demandé le service de location d'auto pour faire l'examen, ce n'est pas possible si on n'a pas pris les cours de conduire avec lui. Peut-être sensibiliser ce service. Et aussi à les personnes qui sont propriétaires de maisons, qui, si on est nouveau arrivant, demander des références d'ici, ce n'est pas possible. Et je sais aussi que quand on est arrivé la première fois, j'appelais et c'est pour mon accent que peut-être les propriétaires ont des pour. Ils sont comme, oh, n'a pas d'appartement, mais sensibiliser, faire quelques petits changes. Et aussi, je sais que faire la construction d'un nouvel endroit pour faire le sport, c'est à long terme. Mais peut-être faire un club de jeux de cartes. Aussi, la dernière chose. Quand j'appelais je pense, à la clinique, ils m'ont dit que les services pour les personnes qui n'ont pas de médecin de famille
peut être rendu seulement à la matin. Mais quelquefois, si on travaille, on ne peut pas manquer de notre travail. Je lui ai demandé est-ce qu'il y a des services les fins de semaine. Il me dit que pas pour les personnes sans médecin de famille. Peut-être faire quelques changes. À Montréal, on a les services de Bonjour Santé. Je sais que les services de Bonjour Santé, c'est pour tout le Québec. Peut-être faire que Bonjour Santé peut marcher ici. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur? Bonjour, Jean-Guy Boulay. Monsieur Massé, vous avez parlé d'un mot, moi, qui m'interpelle, qui m'a toujours interpellé toute ma vie, puis qui va toujours m'interpeller, c'est le mot économique. Tout se répercute en impact économique. Et ces gens-là qui viennent travailler chez nous, c'est les acteurs du développement économique. On en a besoin, c'est clair, puisqu'on va avoir besoin tantôt. Si nous, on en a besoin de 400 000, aux États-Unis, c'est 4 millions. Hein? C'est 4 millions, 4,4 millions qu'on a besoin, qu'on va avoir besoin. La guerre va être forte. Une chose qu'on n'entend pas parler, c'est le volet économique sous-jacent à l'arrivée de gens qui sont des grands travailleurs, qui sont formés, qui ont des... Et ça, je trouve que c'est pas assez... Dans le secteur manufacturier, j'ai passé ma vie là-dedans, c'est ça. Je trouve que c'est pas assez amené de l'avant. Malheureusement, parce vous en avez un grand besoin. L'autre affaire, on parle de peur. Tantôt, là, il y a peut-être des gens qui ont peur. Mais c'est l'ignorance qui est la source de la peur. Parce que quand on s'informe d'où viennent ces gens-là, puis moi, immigrant, ça ne me dit rien. Si on me dit Algérie, hop, attends un petit peu, Congo, voilà, ça, je donne une particularité à la personne, une nationalité, des us et coutumes. Il faut parler, quand on parle d'immigration, on parle d'us et coutumes. C'est la première chose à faire quand on fait de l'international. Moi, quand j'ai voyagé, j'ai travaillé dans une quinzaine de pays. Vous pouvez être certain que j'appréciais que quand j'arrivais, peu importe où j'arrivais, on s'était informé du Canada, du Québec, puis on me sortait des choses plus ou moins adéquates, mais on avait fait des efforts. Je l'appréciais beaucoup. Même chose pour eux. On a des devoirs à faire. Pas juste les prendre en vrac. C'est le Congo, c'est la Côte d'Ivoire, c'est l'Algérie et tout ça. C'est important de savoir. Vous parlez des Philippins. C'est un pays sur la carte. Ce n'est pas la planète Terre. C'est bien précis avec des us et coutumes. Fait que si on veut bien les intégrer, il y a un processus d'éducation qu'on doit faire par rapport à ces personnes-là qui viennent d'un pays. Ils ont une nationalité, ces gens-là. Il faut les respecter. Et on va les intégrer chez nous, évidemment. On va partager. Il va y avoir un échange culturel après ça. Mais je reviens sur le fondement, sur le premier élément de ma présentation, le volet économique de la chose. Ces gens-là ont un rôle, au-delà de l'échange social, qui est important. Mais ces gens-là, c'est des participants à l'économie québécoise. Et c'est les participants de l'avenir. L'économie, c'est important. Merci, monsieur. Je ne sais pas s'il y avait d'autres interventions. Monsieur Drouin. Bonsoir, Guy Drouin de la Corporation de développement communautaire ici, Montmagny-Lillet. Ça regroupe une quarantaine d'organismes communautaires. On a des équipements, des bureaux sur les 2 MRC à Saint-Jean-Port-Joli et à Montmagny, grâce à la ville de Montmagny, quand vous disiez qu'il y avait un bon partenariat entre tous les organismes. Ça nous a grandement aidés. On est sur les 2 comités d'immigration des 2 MRC. On travaille beaucoup avec Hélène. On s'efforce aussi de faire des ateliers pour vous parler de jeux de cartes. Il y a des ateliers culinaires qui existent. Il y a des activités. Et on fait de l'intégration des nouveaux arrivants, beaucoup de Montréal ou de Québec ou d'Ottawa, qui viennent ici, puis on les aide à s'intégrer en faisant de l'implication sociale. Dernièrement, il y a eu un appel de projet. C'était pas pour les MRC ni les municipalités, c'était pour les organismes. Il y a eu 140 projets qui ont été déposés au midi. Là-dessus, il y en a 19 seulement qui ont été retenus, puis 2 dans nos MRC, Montmagny-Lillet. La CDC a été retenue principalement. Ce matin, j'avais rencontré M. le maire dans nos bureaux de Montmagny, mais pour la MRC de Lillet, un projet pour avoir intégré les gens par l'implication citoyenne, qui s'impliquent dans les organismes communautaires pour qui établissent vraiment, faire un réseautage, pour avoir une implication, puis justement se faire des connaissances. Moi, je suis Montréalais,
d'origine, ça fait 26 ans que je pars ici. Puis c'est comme ça que j'ai pu m'intégrer dans la communauté. C'est que c'était pour faire cette annonce-là. Mais il y a aussi tous les services de la CDC. On ne joue pas aux cartes, mais on peut apprendre. Hein? Merci, M. Drouin. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une intervention, un partage d'expérience ou... Tout à l'heure, M. Massé a parlé de l'ignorance que certaines personnes pouvaient avoir dans la société. C'est un constat qui est quand même dur. Je ne sais pas comment on pourrait justement sensibiliser la population, mais sans non plus verser dans le discours peut-être plus moralisateur, ou je ne sais pas. C'est des enjeux qui sont quand même justement sensibles. Donc peut-être que... parce que dire à quelqu'un qui est ignorant, ça peut entraîner... j'ai pas l'impression que ça amènerait quelqu'un à s'informer, justement. Je ne sais pas s'il y a des initiatives qui pourraient être faites pour justement faciliter les informations. Justement, on parle beaucoup de rencontres interculturelles, mais peut-être qu'il y aurait d'autres types d'événements ou de promotions qui pourraient être faites. En fait, allez-y, monsieur. Non, allez-y. En fait, je vous dirais, moi, je me fais souvent interpeller à IGA ou dehors quand je prends une marche. Je vous dirais que le meilleur moyen, d'après moi, ce qui a été le plus efficace à date, quand les gens viennent me voir pour me poser des questions sur sur la culture ou sur les différentes choses, ils me demandent souvent, oui, mais les musulmans, les femmes voilées, c'est le débat actuel. Donc, mais pourquoi toi, t'es pas voilée? Enfin, ce genre de choses. Moi, j'invite les gens à aller parler aux gens sur lesquels ils se posent des questions, en fait. Si vous voulez savoir pourquoi une femme porte le voile, ou si vous voulez savoir qui elle est, pour voir si c'est pas j'appelle ça les Madame Boum. Donc, allez les voir. Puis posez-leur des questions, pourquoi, le pourquoi du comment, qui elles sont, apprenez à les connaître et vous n'allez pas vous faire mordre. Et bizarrement, de l'autre côté, ces personnes-là qui sont voilées m'ont dit qu'en arrivant ici, certaines avaient vraiment peur en se baladant dans les rues parce qu'elles voyaient le regard des gens assez poussé et porté sur elles. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a des peurs des deux côtés. Les deux individus vont avoir des peurs sur la différence, chacun dans son coin, parce que chacun a un vécu différent, chacun a une culture différente, chacun a une histoire différente. Et donc chacun va se juger ou avoir des préjugés, c'est évident, va avoir des préjugés par rapport à son vécu. Et en avançant, vont se croiser, et s'ils ne s'arrêtent pas pour se parler, ce préjugé va perdurer, voire va s'amplifier. Donc il est essentiel au day-to-day, au quotidien, quand vous êtes face à quelqu'un qui est différent, qui a un accent hispanophone, qui a une différence notable, il ne faut pas avoir peur d'aller voir la personne, puis de lui demander poliment, j'ai une question, les gens me demandaient, tu viens d'où? Je disais, de Montmagny. Oui, mais avant. Oui, mais avant. Et oui, mais avant. Donc, quand on remonte au niveau des origines, on se rend compte que... Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'aller vers cette différence-là et d'interroger la personne. Et c'est la meilleure façon de lutter contre la peur. Moi, j'abolirais définitivement les réseaux sociaux, quant à moi, par rapport à ça, parce que c'est vraiment une source de peur et de haine terrible. C'est incroyable comment ça peut être amplifié, déformé, et c'est une menace pour le Québec, véridique. Je mettrai les radios d'opinion pas loin derrière, mais vraiment, les réseaux sociaux sont une plaie pour cet aspect-là du partage et de l'échange sur la différence, parce que les gens se nourrissent, et je soupçonne même qu'il y ait des interventions externes au Québec qui sont là volontairement pour attiser les foules. Donc la meilleure façon, c'est de se renseigner, comme disait M. Boulay. Vous voulez avoir une information sur quelqu'un, les Philippines, allez googler Philippines, où est-ce que ça se trouve, c'est quoi l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu une guerre dernièrement. Ok, d'accord, donc les gens qui viennent de là, peut-être que dernièrement, ils ont subi un traumatisme. Renseignez-vous personnellement et allez chercher cette information-là par vous-même et allez rencontrer la différence plutôt que de vous échapper et fuir cette différence-là, en fait. Intéressant. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose, M. Massé. Je ne voulais pas traiter les gens d'ignorants. C'est vraiment pas ça qui était le but. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est que si le Québec donne une vocation, si une ville, un territoire donne une vocation, c'est de le publiciser, comme on fait dans nos entreprises, que les gens comprennent bien le message et faire valoir ce qu'il y a de bon dans notre développement. Alors, si on fait la promotion d'une entreprise ou d'une ville avec soudainement sa multi-ethnicité puis sa multiculturalisme, puis même chose que les entreprises, bien, soudainement, on fait accepter par les gens que finalement, c'est bon. Puis finalement, c'est québécois malgré tout, c'est chez nous. On devrait faire une belle campagne dans votre journal local. Il est bon. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres interventions avant qu'on conclue le débat.
c'est votre dernière chance. Un mot ajouté, M. Abdoul, pour conclure? Oui, j'aimerais, en fait, sur cette lancée-là, ce que j'aimerais quand même rappeler simplement, c'est que une des meilleures façons d'intégrer, c'est vraiment l'accès à l'emploi. Je pense que c'est important, parce qu'on est dans des sociétés de travail, c'est par le travail que les gens socialisent, c'est par le travail que les gens ont accès aux moyens qui leur permettent aussi aujourd'hui de socialiser. Et c'est d'autant plus important pour les immigrants que les gens arrivent à un âge, en fait, où on ne peut plus faire de la socialisation primaire. Donc, on ne peut plus faire des amis à l'école parce qu'on est arrivé à un âge où est-ce qu'on n'est pas à l'école. Donc, on arrive donc à un âge où est-ce qu'on va au travail. C'est simplement par le travail qu'on arrive finalement à accrocher sur quelque chose dans la société. Donc, je pense que c'est un facteur important. L'accès aux loisirs, ce n'est pas à négliger. Ça ne demande pas beaucoup de choses. Des petits moyens pour permettre aux gens de découvrir ceci, de découvrir cela. Ça permet aussi, en fait, aux gens d'avoir quelque chose sur lequel tenir. Peut-être dernière chose, en Afrique, on a un proverbe qui dit le tigre n'affirme pas sa tigritude, il saute sur sa proie et la mange. C'est comme ça qu'on sait que c'est un tigre. C'est la même chose aussi, en fait, pour ces questions de sensibilisation, d'ignorance. Moi, j'ai travaillé longtemps à la ville de Québec et ça me gênait toujours quand on avait justement des financements, puis on allait sensibiliser la population québécoise pour être moins raciste, pour ceci, pour cela, alors qu'on se regarde entre nous. On sait bien que les vraies problématiques, c'est, par exemple, quand on a beau sensibiliser les gens pour être accueillants chez eux, si nous qui sommes au travail et qui sensibilisons, n'accueillons pas les gens au travail, comment voudrez-vous que le Québécois moyen, en fait, puisse être sensibilisé parce que ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment dégonfler la balloune à ce niveau, puis des accrochages, des malentendus, il y en aura partout et tout le temps. Mais si la personne, par exemple, est bien intégrée dans son travail, a accès à ceci et cela, donc c'est ce qui fera que quand arrivera donc ces moments de déprime, quand arrivera aussi des moments où est-ce qu'on vit un peu de racisme, un peu de discrimination, mais on peut passer là-dessus parce que c'est une expérience d'ensemble. Donc, c'est comme vous, par exemple, la problématique essentielle, c'est que si la personne n'arrive pas à avoir un emploi, n'arrive pas à avoir un logement, elle passe à côté, on lui fait une blague raciste, vous voyez ce que ça prend comme ampleur. Mais si elle a accès à beaucoup de choses, en fait, puis elle comprend que finalement, c'est lui qui le traite de ceci ou cela, mais c'est peut-être juste un stupide, c'est même pas un raciste. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment l'expérience d'ensemble qu'on vit dans une société qui fait la différence. Puis, je pense que c'est moins important, tant qu'à moi, la lutte contre le racisme ou ceci ou cela, que les questions d'insertion, d'intégration. Je pense que c'est à ce niveau qu'il faut situer le débat, vraiment au niveau terrain, ne pas aller plus loin si on veut vraiment avancer, surtout en région, parce que ce qu'il faut comprendre en région, c'est que les immigrants qui viennent en région, ce ne sont pas des immigrants qui recherchent des communautés ou autre chose. C'est d'abord des gens, souvent, en fait, qui ont en avant-plan le fait de pouvoir s'intégrer à une société d'accueil. Ils ne viennent pas immigrer pour leur communauté. Donc, je pense que c'est important à ce niveau-là. Dans le fond, ce serait le message à retenir. C'est le vivre ensemble, c'est apprendre à leur parler, c'est ne pas les ghettoiser, mais les intégrer pour que tous ensemble, on soit capable de combler les besoins de notre région en termes de main-d'œuvre. Dans un respect mutuel. Puis comme ça, on pourra accueillir l'avion de travailleurs que notre ami Abdoul ira chercher en Afrique. Non, mais il n'y a pas de problème, on a des emplois. Ça reste tout de même surréaliste. Hein. Vous regardez les chiffres, vous les savez tous. Vous allez au Congo, c'est 80% de jeunes. Au Sénégal, 75%. Donc, j'en profite pour faire un petit peu de promotion pour une activité de la bibliothèque qui s'en vient, justement. C'est une rencontre interculturelle qui aura lieu le 16 juin prochain. Dès le matin, le tôt, c'est un dimanche, donc vers 10 heures. Les gens, autant les Magny-Montois de longue date que les nouveaux arrivants sont invités. C'est familial, les enfants sont les bienvenus. Il y aura café, croissant, chocolatine, etc. Donc, c'est vraiment justement une bonne occasion pour entamer le dialogue interculturel. Puis, à ce niveau-là, la bibliothèque a bien l'intention de suivre le mouvement qui est déjà bien amorcé par nos intervenants ici. D'ailleurs, je tiens à remercier justement nos 4 intervenants, M. Massé, Mme Blais, M. Abdoul et Mme Laouari, qui ont vraiment offert des très bons points puis des très bons arguments. Merci beaucoup de vous être déplacés ce soir. Merci à vous aussi
au public. Et merci aussi à nos commanditaires et nos partenaires qui ont permis la diffusion de cet événement. Le Mouvement Desjardins, le Bureau de la ministre et députée Marie-Ève Proulx, Nous TV, le journal Loi Blanche, la Chambre de commerce et la Corporation des bibliothèques municipales de Montmagny.